Je peux pas avoir... Merci à vous tous de nous rejoindre aussi nombreux et de nous suivre également sur Internet pour beaucoup d'entre vous. Depuis le début de la semaine, nous nous posons des questions sur l'intervention des autres sur notre corps, mais également sur l'action que nous avons sur notre propre corps. Et nous ne contrôlons pas tout, nous l'avons vu lors de la table ronde précédente sur les addictions, et nous ne sommes pas toujours en possibilité de maîtriser toutes les réactions de notre corps. Notre inconscient est au travail, qui peut parfois se traduire par des symptômes corporels. Ces symptômes peuvent être sans gravité, comme une simple plaque d'eczéma en période de stress. Ils peuvent aussi être gravissimes, empêchant les personnes d'avoir une vie sociale, professionnelle, familiale. La tendance est à la recherche des origines environnementales de nos maladies. On cherche à savoir si notre nourriture, si nos téléphones portables, si nos produits ménagers nous causent des problèmes de santé. Et les scientifiques découvrent régulièrement que c'est le cas. Et ces recherches et ces découvertes nous font peut-être oublier que notre environnement interne est également pathogène et qu'il nous fait tomber malade. Existe-t-il des symptômes qui traduisent des conflits internes? Comment les médecins diagnostiquent-ils l'origine psychique de ces symptômes et comment les prennent-ils en charge? Pour répondre à ces questions, nous recevons le docteur Michèle Lachowski, gynécologue et psychosomaticienne, vice-présidente de la Société de gynécologie obstétrique psychosomatique. Vous avez publié Un temps pour les femmes chez Odile Jacob. Nous recevons également le docteur Rapoport Hupschmann, médecin psychothérapeute, qui était attaché au centre Stress et Santé de Stanford. Et vous avez notamment également dirigé le centre de psychologie médicale du CHU Rabin en Israël. Vous avez publié, entre autres, Apprivoiser l'esprit, guérir le corps, stress, émotions et santé chez Odile Jacob. Patrick Clairvoy, médecin psychiatre, professeur agrégé au Val-de-Grâce, spécialiste du stress et du traumatisme psychique. Vous avez notamment publié récemment Les pouvoirs de l'esprit sur le corps chez Odile Jacob. Et Aurélien Benwalid, que je me permettrai de tutoyer car on se connaît un petit peu par ailleurs, neurologue, diplômé d'un Master 2 de neurosciences, et tu es vice-président du Forum européen de bioéthique. Aurélien, tu quitteras la table ronde un tout petit peu avant la fin, puisque tu intervieweras Mathieu Vidard à la librairie Kléber à 18h. Je vous laisse donc la parole pour nous faire un retour d'expérience des symptômes psychosomatiques. Et pour commencer, Madame Lachowski, à qui j'ai envie de demander s'il y a une spécificité en gynécologie quant aux symptômes psychosomatiques que vous avez pu rencontrer. Merci, et la réponse est immédiatement oui. La gynécologie est quand même une médecine assez particulière. Non, d'abord, je voudrais dire qu'on ne devrait plus être obligé de dire médecine psychosomatique. Je crois que c'est la médecine. C'est la médecine avec en face de soi, je suis gynécologue, non pas un utérus et des ovaires, un sein, mais une dame, une femme. Il y a autour de ces organes, qui sont la raison de sa consultation, une personne que nous nous devons de regarder, d'écouter et avec qui nous participons, bien sûr. Alors nous participons ou nous travaillons avec elle comment? Eh bien, c'est la consultation. La consultation, c'est, d'après Balint, en fait, ce qui est engagé, c'est la relation médecin-patient. Nous savons aujourd'hui presque tout retrouver dans le corps. Nous soignons de plus en plus de choses, mais le problème justement de cet abord de la patiente, jamais au féminin puisque je suis gynécologue, est encore tout à fait autre chose. Cette relation médecin-patient, elle est digne d'être étudiée. Pour reprendre une formule de Churchill que j'aime bien, c'est une énigme doublée d'un mystère. Mais je ne suis pas si sûre que ça soit ça. Je crois qu'en fait, c'est une... On a parlé tout à l'heure de Di Masio qui parlait d'empathie, et j'aime bien aussi ce mot qui est un peu souvent mal utilisé, de compassion. Ça ne veut pas dire la pitié, ça veut dire l'écoute, l'entente, et une espèce, si je pourrais dire, de décryptage des gestes, de la position, des mots, des paroles de la patiente qui est assise en face de nous.
Je me répète, mais il est sûr qu'elle n'est pas venue, enfin, disons, elle est venue avec une plainte ou une douleur, ou les deux. À nous un petit peu de l'écouter suffisamment pour l'entendre et pour savoir un petit peu ce qui a motivé sa venue au-delà d'une douleur physique ou d'une grande inquiétude. Je ne suis pas la seule à le dire, parce que si on s'amuse à reprendre quelques citations qui ne datent vraiment pas d'hier, et que je n'arrive jamais à savoir par cœur, donc je vais vous les lire. Socrate avait dit, c'est vieux quand même, hein, le corps ne peut être guéri si l'on ne soigne pas en même temps l'esprit. Ça me paraît une excellente définition aussi. Quant à Hippocrate, les maladies qui échappent à l'âme contribuent à dévorer le corps. Alors, rapprochons-nous un petit peu, notamment le grand ancêtre, Freud, qui a dit « toucher le corps » et c'est le psychisme qui réagit. Enfin, et j'en aurais fini avec les citations, Françoise Dolto, c'est encore plus clair, le corps n'est pas qu'un corps, le corps est un langage. Et c'est justement en prenant le temps, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps, et en écoutant vraiment notre patiente. Je ne dis pas qu'il faille la faire parler, il faut même écouter ses silences, mais il faut lui montrer que nous écoutons et que nous essayons d'entendre. Et on peut s'apercevoir, surtout en gynécologie, que la raison officielle, corporelle, physique pour laquelle elle est venue est en fait sous-tendue par des problèmes, par des plaintes qui sont autres que la plainte physique. Kafka disait « La maladie parle pour moi parce que je lui demande ». Et nous nous trouvons souvent. Il faut dire aussi que la gynécologie est une médecine très très particulière. C'est une médecine de la vie, du sexe, de la mort et du ventre des femmes. Le ventre des femmes, je crois que quelqu'un l'a dit hier, nous en sortons tous, et le ventre des femmes est pour elles un sujet d'inquiétude, d'ignorance parfois, pour avoir fait dessiner le utérus et les ovaires à des femmes dans la préparation à l'accouchement, j'ai eu des choses très très étonnantes, mais qu'importe la géographie interne, c'est surtout le fait qu'on puisse en parler qui me paraît extrêmement important. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus de faire parler ou même d'avoir un interrogatoire. Réfléchissez, dans notre métier de médecin, nous avons d'abord un vocabulaire guerrier, nous allons nous battre, nous allons lutter, nous allons utiliser toutes les armes à notre disposition. Donc, et ensuite, un vocabulaire qui est parfois assez curieux aussi, mais c'est surtout au fond. Ce n'est pas ce que nous disons qui est important, nous médecins, c'est ce que nous allons entendre. Et notre patiente, même si elle est venue officiellement, entre guillemets, parce qu'elle a une douleur ou parce qu'elle a une inquiétude, et c'est vrai, en l'écoutant, en essayant non pas de la faire parler, et surtout pas avec un interrogatoire, là c'est le vocabulaire policier qui va... c'est Baline qui a dit que si on pose des questions, on n'aura que des réponses. Et ça, je trouve que c'est très juste. Écoutez pour laisser la parole venir, pour essayer d'entendre ce qui, derrière cette plainte physique, représente en fait le vrai problème pour notre patiente. Alors là encore, nous ne sommes pas, et nous ne devons pas être de brillants analystes. Je crois que ce serait dangereux surtout d'exposer ce que nous croyons avoir compris, mais laisser parler et éventuellement ce que moi j'appelle tendre les perches. C'est-à-dire qu'on peut demander à la patiente comment ça se passe à la maison, si elle a un souci particulier actuellement. Elle ne nous répondra peut-être pas immédiatement parce qu'elle se dira peut-être mais c'est pas pour ça que je suis venue. Mais on a tous les gynécos, je crois, des patientes qui nous disent, qui reviennent 6 mois plus tard en disant « Vous savez, docteur, vous m'avez parlé de ceci, c'était peut-être pas le moment. » Ah là encore, il y a un problème avec le moment et le temps. Notre temps à nous et le temps de la patiente est souvent différent. Nous pouvons un jour être très pressés, très bousculés, être en retard dans les rendez-vous, et c'est le moment où notre patiente aurait pu dire quelque chose. Comme au contraire, nous pouvons nous sentir absolument géniales, pleines de bonnes intentions, et puis ce jour-là, notre patiente devra aller chercher ses enfants à l'école et elle ne restera pas. Il n'empêche que rien n'est jamais perdu dans ces cas-là, et que nous pouvons ainsi permettre à la parole de se libérer. Bien sûr, c'est des très grands mots, tout ça. Autrement dit, à notre patiente de parler de ce qui la trouble. Et je répète qu'en gynécologie, les questions, les problèmes, les difficultés sont quand même fréquentes parce que nous sommes dans un domaine extrêmement spécialisé. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas en tant que gynéco que des femmes, nous voyons leurs hommes de temps en temps, et ça, c'est encore une expérience tout à fait particulière. D'une part, parce que nous n'avons pas l'habitude d'une conversation à 3, nous ne sommes pas pédiatres, et d'autre part, parce que ça change un petit peu le climat. Voilà pour l'instant.
Et je me suis laissé dire qu'il y avait un symptôme spécifique qui s'appelle la douleur pelvienne chronique. Et j'aimerais savoir si, selon vous, ce symptôme qui empêche les femmes d'avoir une vie satisfaisante, notamment au niveau de leur sexualité, est-ce que ce symptôme est toujours d'origine psychique? Est-ce qu'il peut avoir d'autres causes? Est-ce qu'on le connaît bien? Est-ce qu'on le prend correctement en charge? Alors, je n'oserais jamais dire toujours d'origine psychique, parce que je pense qu'il y a un soubassement, si je puis dire, physique, et qui fait que les douleurs pelviennes chroniques, elles sont des douleurs pelviennes, elles sont chroniques pour beaucoup de raisons. Je pense aussi que pour beaucoup de femmes, c'est la seule façon de manifester leur désarroi, leur trouble, et qu'en même temps, cette douleur, ça devient elles-mêmes. Elles sont leur douleur, et si en fait, elles se plaignent au niveau de leur sexualité, ou bien parce que la famille en a un petit peu assez de les entendre récriminer, c'est peut-être leur seule façon de se manifester. Et peut-être qu'il est plus facile de dire qu'on ne va pas travailler aujourd'hui parce qu'on a mal, ou de dire qu'on ne veut pas faire l'amour parce que ça fait mal, que de donner des raisons, si je puis dire, plus solides qui feraient qu'elle perdrait sa confiance en elle-même. Et je pense que les patientes savent parfois savent ce qu'elles font, et je me souviens d'une dame, je ne vais plus dire une vieille dame maintenant, je vais dire une dame âgée, j'avais nettement le sentiment qu'elle comptait sur moi pour continuer à l'écouter, à valider ses douleurs et à lui permettre d'être quelqu'un et pas quelque chose que personne n'écoutait ou n'entendait. Bien entendu, il n'empêche pas qu'il faut rechercher une cause physique à ces douleurs, mais on retrouve aussi souvent des choses beaucoup plus graves, des viols, avec la fameuse phrase que vous dit la patiente, j'en avais parlé à personne. Elle peut parler sur la table d'examen, alors qu'elle est, elle, à moitié nue, montrant ce qu'on ne montre jamais, couchée, et que nous sommes, nous, debout, et parfois avec une blouse. Donc on a l'impression que c'est le dernier moment, le dernier endroit où elle pourrait parler, et c'est là que ça peut se déclencher. Et des femmes qui vont nous dire, pour la première fois, qu'elles ont été violées. Elles peuvent aussi avoir été abandonnées, avoir été peu considérées, et tout cela peut conduire à cet enchaînement que nous ne devons pas toujours rompre, dont nous devons parfois admettre l'existence. Je pense que c'est plus fort que de vous dire « mais ma pauvre dame, vous savez bien que vous avez pas mal ». Ce qu'il ne faudrait jamais faire. De toute façon, ce que nous disent nos patientes, c'est capital. De même façon, dans les douleurs vulvaires, avec ce qu'on appelle des vulvodynies, c'est-à-dire une zone douloureuse où nous ne trouvons aucune cause, aucune raison. Je pense qu'il ne faut jamais dire à une dame qu'on a en face de soi, à une femme, qu'elle n'a rien. Si elle vient, c'est qu'elle a quelque chose. Nous ne sommes peut-être pas capables de le trouver, nous ne sommes peut-être pas capables de le comprendre, mais elle a quelque chose qui mérite que nous le cherchions avec elle. Et je pense que c'est au moment de l'entretien qui n'est pas une simple conversation, cette fameuse relation médecin-patient, qui est une espèce de pièce de théâtre qui se joue absolument comme le théâtre classique, avec une unité de lieu, c'est dans notre cabinet, avec une unité de temps, ça dure un certain temps, etc. Et la troisième unité que j'ai perdue pour l'instant, mais elle va revenir. Et il me semble que c'est ce partage, avec ce côté court et ce côté jardin qu'est la consultation, sur lequel repose la vraie relation médecin-patient. Mais, docteur Lachowski, vous nous disiez que parfois il était plus facile pour les femmes de prétendre à une douleur plutôt que d'avoir à vivre la vie que peut-être elles ne voudraient pas mener. Je vous interromps une seconde, elles ne la prétendent pas. Elles la ressentent, elles ne savent pas très bien quoi en faire. Nous ne savons pas toujours pourquoi ou tel organe est touché et pourquoi elles ont mal là et pas ailleurs, mais je ne dirais pas qu'elles le prétendent. D'accord, donc c'était ma question, la douleur est réelle, la douleur du corps est réelle. Mais l'interprétation est différente. Et elle peut aussi, si elle apporte quelques bénéfices, être gardée, entre guillemets. La mémoire de la douleur, ça existe, et les avantages qu'elle a pu donner, ça existe aussi. Si la douleur ne part pas malgré nos bons soins, peut-être qu'il ne faut pas qu'elle parte, que les choses seraient pires sans cette douleur. Mais je ne prétends pas non plus qu'à chaque consultation, nous allions si loin. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où on est capable de le laisser parler, d'essayer d'entendre, de montrer qu'on est là, problème de la distance d'ailleurs, et du lieu. La distance, Baline disait qu'il n'y a pas... La bonne distance, c'est celle qui n'est ni trop loin, ni trop près.
Trop loin, on donnerait l'impression qu'on est complètement ailleurs, qu'on est froid, qu'on n'est pas intéressé. Trop près, ben c'est toute la difficulté qu'on a parfois à soigner les siens, parce qu'on ne voit plus assez clair. Cette bonne distance, et puis le bon lieu, comme je le disais tout à l'heure, il y a des femmes qui parleront plus facilement, curieusement, sur la table d'examen, d'autres qui, une fois rhabillées, tranquilles, au bureau, dans leur fauteuil, parleront mieux. Je crois que tout ça, ça mérite d'être attendu, repéré, sans donner l'impression non plus à la patiente qu'on est en train de la guetter dans tous ces moments. Mais alors, outre la sensibilité de chacun, est-ce que vous, médecins, vous êtes formés à cela? Excellente question, parce que malheureusement, on ne l'est en général pas. Et durant les études de médecine, il y a peu de vraies formations. Moi, je suis issue de la formation Balint. Alors, Balint, c'est un personnage assez extraordinaire, puisque c'était un mathématicien hongrois qui est devenu médecin et qui était juif, qui s'est retrouvé de son propre gré en Angleterre, où il est devenu psychanalyste, catholique et encore quelque chose. Donc c'est un type extraordinaire, mais qui avait été contacté par des groupes à la fois de travailleurs sociaux et de médecins. Les médecins estimant qu'au bout de 8 à 10 ans de temps de consultation, ils commençaient, pardonnez-moi le mot, un peu à s'ennuyer, à ne plus comprendre très très bien ce qui les avait poussés à être médecins, ce qui leur donnait envie de continuer. Et c'est au cours de ces groupes Balint, c'est-à-dire des moments qui durent 2 heures à peu près, où sous l'initiative de quelqu'un qui mène un peu les choses, on dit un leader, mais j'aime pas beaucoup ça, quelqu'un, un médecin, va raconter un cas qui leur a gêné pas du tout, parce qu'il ne sait pas la dose d'antibiotiques qu'il aurait dû donner ou s'il fallait faire opérer ou pas, on n'est pas du tout là-dedans. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, il a ressenti une inimitié de la part de la patiente? Pourquoi est-ce que, par exemple, au bout d'un moment, il s'est un peu ennuyé? Ou pourquoi il a senti que vraiment les choses ne se passaient pas bien? Alors, en l'explicitant, en le racontant, ou même en le jouant dans le psychodrame Balint, on verra tous plus clair et on sera tous plus à l'aise parfois dans certaines consultations. Alors, ceci étant, ça ne fait pas partie, ou très rarement, très épisodiquement, des études, mais il y a quand même beaucoup de médecins qui essayent de travailler dans ces groupes, et moi, je dois dire que ce que j'ai appris, et je trouve que ça m'a beaucoup enrichi, c'est d'abord en participant et ensuite en les menant. Et il me semble que c'est quelque chose qui devrait vraiment faire partie de notre travail. Il existe toujours chez Payot, Le médecin, son malade et la maladie, de Michael Balint. Madame Rapoport-Hupschmann, vous avez l'expérience des États-Unis, l'expérience d'Israël, l'expérience française. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de peut-être la différence de prise en charge dans ces différents pays du symptôme psychosomatique? Écoutez, d'abord merci pour votre invitation, pour me donner l'occasion de débattre de ce passionnant sujet. Oui, effectivement, la situation n'est pas réellement la même en dehors de France. D'abord parce qu'on n'aborde pas forcément cette question sous la même dénomination. C'est-à-dire que le terme psychosomatique, en France, il est issu d'une histoire culturelle qui a été fortement attachée à la psychanalyse, qui, à mon sens, amène avec lui 2 défauts, qui sont que le terme psychosomatique recouvre à la fois des réalités très larges, mais quand il est utilisé par le médecin dans la consultation, peut, d'une certaine manière, nier la détresse de la personne qu'il a en face de lui. C'est-à-dire, vous savez bien, quand on dit que quelque chose est psychosomatique, ça ne répond pas du tout à la demande du patient. Ça veut dire, d'une certaine manière, la médecine ne comprend pas ce que vous avez, la médecine n'a pas de solution à ce que vous avez, donc tout est dans votre tête. Donc même si ça peut soulager parfois le praticien, le médecin, clairement, ça n'apporte souvent pas de réponse au patient. L'autre défaut, je dirais, et je vais en venir à votre question, l'autre défaut est que ce terme psychosomatique, on l'utilise pour caractériser des réalités qui sont très différentes. D'une part, ce que vous appelez le symptôme psychosomatique, c'est-à-dire un symptôme qui existe, que le patient ressent, qui entraîne une détresse, mais qui n'est pas associé à une cause organique, c'est-à-dire le corps n'a rien sur le plan purement médical, c'est ce dont on parle en termes de symptômes psychosomatiques, mais la psychosomatique, c'est aussi
l'étude des liens entre la psychologie et la médecine, c'est-à-dire l'étude de la place des facteurs psychologiques et leur impact sur la santé et la maladie. Moi, j'ai été amenée en fait à aller poursuivre ma formation à l'étranger, justement parce que les Américains, notamment, abordent cette question de la psychosomatique de façon différente. C'est-à-dire que aux États-Unis, on a une vision plus large, je dirais, moins théorique de ce qu'est la psychosomatique. On l'aborde dans une perspective qui s'intéresse aux liens entre l'esprit et le corps. Et on étudie ces interrelations entre la psychologie et la physiologie, finalement, à l'aide de deux dimensions différentes qui sont le stress et les émotions. Aux États-Unis, donc, pour des raisons à la fois culturelles, historiques, comme je le disais, c'est-à-dire que l'étude de la psychosomatique n'a pas évolué comme elle l'a fait en France, les facultés de médecine ou de psychologie se sont intéressées, se sont emparées de ces concepts que pendant longtemps on a cru relativement abstraits et peu quantifiables que sont le stress et les émotions, en essayant justement de les analyser, de les identifier et de les étudier de la façon la plus scientifique possible. Et donc, aux États-Unis, dans les facultés de psychologie ou de médecine, depuis longtemps, je dirais depuis les études sur le stress au début du XXe siècle, et puis depuis un certain nombre d'études importantes liées notamment au lien du soutien social dans le cas de patientes atteintes de cancer du sein métastasé dans les années 80. Ça fait des décennies que l'on s'interroge sur ces questionnements qui recouvrent finalement le phénomène psychosomatique. Donc, cela donne sur le terrain une situation assez différente de celle qui existe en France, avec des travaux scientifiques qui sont mis en place depuis plusieurs décennies, qui se concentrent, comme je l'ai dit, sur des dimensions que l'on peut évaluer, qu'on peut quantifier, que l'on peut essayer d'objectiver, et qui essaient de proposer des réponses qui balaient finalement toutes ces dimensions, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, le symptôme psychosomatique, c'est-à-dire le patient qui consulte et pour lequel la médecine pense qu'elle n'a pas de réponse à apporter, mais également, et je pense que c'est important de ne pas faire l'économie, de réfléchir ensemble à cette partie du sujet psychosomatique, l'étude de l'impact de notre psychologie sur notre santé. Et ça n'est pas lié à des symptômes psychosomatiques comme on l'entendrait, mais plutôt à ce qui se produit dans le cadre de maladies avérées. Par exemple, on sait très bien maintenant que les facteurs psychologiques, que le stress, les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, ont un impact extrêmement important dans le cadre des maladies cardiovasculaires. On connaît de mieux en mieux, grâce à des travaux scientifiques très poussés sur des décennies et sur de très larges échantillons de population, on connaît de mieux en mieux les liens entre stress, émotion et cancer. Cela ne nous permet pour autant pas de parler des maladies cardiovasculaires ou des cancers comme des maladies psychosomatiques. Bien évidemment. C'est bien pour ça que je pense qu'on doit être très prudent par rapport à l'utilisation de ce terme et que personnellement, je préfère utiliser le terme de lien corps-esprit ou lien entre psychologie, santé et maladie. Donc, effectivement, il existe des réalités différentes et en France, on est en train de rattraper notre retard, je dirais. De nombreuses équipes de recherche se sont engouffrées dans l'étude de ces facteurs qui affectent notre santé. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que disait ma consoeur.
la formation des médecins est encore... il y a encore beaucoup à faire dans ce qui touche à la formation des médecins par rapport à ces sujets. Je vous remercie. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, en quoi est-ce important de connaître l'origine psychique ou non d'un symptôme, le symptôme étant bien là, parfois même visible sur le corps, parfois c'est une douleur, mais parfois c'est une maladie dermatologique visible ou autre. Est-ce que le fait de savoir qu'il est d'origine psychique, ce symptôme, d'abord, est-ce qu'on peut le savoir de manière certaine? Est-ce que parfois c'est multifactoriel? Et lorsqu'on le sait, est-ce que ça change la prise en charge? Alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que bien évidemment, il est extrêmement difficile de dire d'emblée que quelque chose est purement psychosomatique, que c'est purement dans la tête. La maladie, les symptômes sont éminemment multifactoriels. On connaît l'impact de la génétique, de la physiologie, des facteurs environnementaux, et vous l'avez très bien dit, on ne parle pas uniquement de l'environnement externe, mais de plus en plus de notre environnement interne, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, finalement la relation qu'on a au monde et la perception qu'on a du monde, des autres et de soi-même. Néanmoins, il est important d'essayer de faire la part des choses, c'est-à-dire que réussir à identifier le poids respectif d'une cause organique ou d'une éventuelle cause organique et d'une amplification du symptôme qui serait lié à des émotions négatives, à une période de stress par exemple, ou à des difficultés dans la vie de tous les jours qui pourraient générer eux aussi un stress chronique, à des problèmes d'anxiété ou de dépression. Tout cela, cette analyse très fine qui doit être faite par le soignant, par le médecin face à la personne qui se présente à lui ou à elle, doit être faite avec beaucoup d'attention, bien sûr, pour essayer de dénouer les fils de la souffrance, de la demande, de la détresse. C'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de proposer des stratégies thérapeutiques qui vont être différentes en fonction du poids respectif justement d'une étiologie d'une cause organique, c'est-à-dire physique, parce qu'il y a une maladie que l'on peut diagnostiquer comme des problèmes cardiovasculaires et, je dirais de façon concomitante, une souffrance qui entraîne par exemple le fait que cette personne qui souffre réellement de pathologie cardiovasculaire a très fréquemment l'impression de refaire un infarctus, alors qu'en fait ce sont plutôt des manifestations qui sont liées au stress ou à l'anxiété. Donc le fait de pouvoir poser tout ça à plat, d'en discuter avec la personne, de l'aider à identifier ses croyances par rapport à ce qu'elle ressent ou ce dont elle souffre, l'aider à faire le point sur la relation qu'elle entretient avec son corps, notamment, avec ses pensées et ses émotions, eh bien, ça va permettre de l'accompagner, de l'aider à diminuer la détresse psychique et physique et à limiter la souffrance. Monsieur Clairvoy, dans votre pratique, donc à l'hôpital du Val-de-Grâce, j'imagine que vous avez traité des traumatisés de guerre, donc des cas extrêmes, avec probablement, et vous allez nous en parler, des conséquences dans leur corps du traumatisme qu'ils ont pu vivre. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience de ces cas un petit peu particuliers qui permettent de mettre au microscope une situation extrême et qui a dû vous faire tirer des conclusions sur les symptômes psychosomatiques? Oui, le point de départ, c'est accepter l'idée que le phénomène psychosomatique existe. Parce qu'il existe beaucoup de pratiques et beaucoup de praticiens qui préfèrent très clairement séparer l'organique du corps. Et il y a tout un travail à faire pour convaincre les collègues, mais aussi les patients, que les phénomènes qu'ils éprouvent dans leur corps peuvent être directement liés à des événements de leur vie psychique. Et finalement, ce qui m'intéresse dans le phénomène psychosomatique, c'est l'énigme du mécanisme aller-retour entre quelque chose dans l'esprit et quelque chose dans le corps.
Alors je vais vous donner 2 exemples quand même pour vous illustrer ce phénomène et notamment son aspect fulgurant. La première histoire que je vous raconte, c'est celle d'une petite fille qui avait 8 ans, sa mère l'a punie, la met dans un placard. C'est clair que le séjour dans le placard n'a pas duré plus d'une demi-heure, on va dire. Le lendemain, elle n'a plus un seul cheveu, plus aucun sourcil, plus aucun cil. Et en même temps, il n'y existe aucune théorie médicale ou explication médicale qui peut vous dire « mais pourquoi ce phénomène ?» Les cheveux n'ont rien à repousser, hein, cette personne a une perruque aujourd'hui. Deuxième exemple qui m'a été rapporté, c'est par quelqu'un qui travaillait dans une forge. Donc ils sont 2 équipés de combinaisons qui les protègent du feu et de la chaleur. Et celui qui me raconte l'expérience, c'est celui qui est en avant, qui tient la lance thermique, qui est un long tuyau de métal, dont le but, que l'on plonge dans la matière en fusion pour injecter de l'oxygène, pour accélérer la fusion, etc. Et derrière lui, il y a quelqu'un qui le retient. Et à un moment donné, celui qui tient le tuyau me raconte cet événement qui lui est arrivé. Il dit à un moment donné, il ne le voit plus l'autre. Il le cherche, il n'y a plus personne, et il voit 2 doigts comme ça. Il était tombé dans la fosse qu'on appelle le crassier, mais où il y avait quand même du métal en fusion, c'est juste une petite couche de métal qu'il avait retenue, in extremis. Et donc, très rapidement, avec 2 autres, ils le sortent, et il dit, je l'ai vu en 10 secondes devenir jaune, une hépatite fulgurante. Voilà. Donc, tout ça, et toute la pratique médicale que j'ai, ça part à partir de ce phénomène. Des tas de choses assez spectaculaires vont arriver, ne doute pas, écoute, et puis essaye de soigner. Alors, l'expérience, ça faisait très longtemps que les médecins, à l'époque pas les médecins, mais les barbiers qui étaient sur le champ de bataille, il y en a dans les témoignages dans les journaux d'Ambroise Paré, par exemple, parlaient des troubles psychiques particuliers qui pouvaient surgir liés au stress du combat et au stress de la bataille. Les premières observations médicales qui ont la qualité d'une observation médicale, c'est la guerre de sécession. Et on parlait déjà à ce moment-là du cœur de combat, et avec des phénomènes de pathologie cardiaque, de décompensation cardiaque inexpliquée chez des gens pourtant en bonne santé. Là où il y a eu un effet surprise des phénomènes psychosomatiques, c'est la Première Guerre mondiale et la massivité des symptômes psychosomatiques, et particulièrement d'un symptôme psychosomatique très étrange qu'on appelle la conversion. Alors je vais employer le vocabulaire qu'on employait à l'époque, on appelait ça conversion hystérique. Le mot hystérique n'a plus de sens ici, d'autant que c'était tous des hommes qui avaient ces manifestations. Mais je vais vous en resituer le contexte et après vous présenter les questions éthiques que ça a posées. Freud, jeune praticien, chercheur à Vienne qui travaille sur le motoneurone chez Meinert. On lui explique qu'il faut qu'il aille à Paris voir le grand neurologue européen Charcot qui a décrit la maladie de Charcot, qui est la dégénérescence des motoneurones. Freud va voir Charcot, il ne sait pas encore ce qu'il va devenir, Freud, je vais vous raconter après. Et chez Charcot, il y a toutes ces manifestations, il y a toutes ces histoires neurologiques et psychiatriques mêlées. Et il y a cette séquence que Freud raconte très bien, où tout d'un coup, il y a une personne qui a une paralysie, mais une vraie paralysie. Mais à l'examen, cette paralysie ne devrait pas exister parce que la moelle est indemne. Et Freud a ce mot à Charcot, il dit « mais ça ne devrait pas exister ». Et Charcot lui fait « et pourtant, ça existe ». Et Freud raconte que c'est à Charcot, et un peu sur cette phrase-là, qu'il a donné toute une orientation, essayé de comprendre, expliquer l'énergie psychique, la conversion. Donc ce qu'on appelait une conversion, il faut le prendre au sens alchimique du terme, c'est-à-dire la transformation, la conversion d'une monnaie, par exemple des euros en dollars, la conversion du plomb en or. Eh bien, Freud dit qu'il y a une énergie psychique qui vient se focaliser sur un organe et produire une pathologie de l'organe. C'est l'ancienne explication de la conversion hystérique. On pensait que c'était la femme pour mille et une raisons, héritage d'Hippocrate, tout ce qu'on veut. Toujours est-il que la Première Guerre mondiale, il y a des centaines de soldats qui présentent des troubles incompréhensibles. On appelle ça des trembleurs, des chrysards, des camptocormies.
il y a des manifestations musculaires sur des muscles qui échappent à la volonté. Il y a des troubles diaphragmatiques que l'on n'avait jamais vus avant. Et il faut voir l'aspect spectaculaire de toutes ces pathologies. Alors tout a été décrit dans les ouvrages de psychiatrie de l'époque. Et là, il y a un élève de Charcot, Babinski, qui démolit l'œuvre de Charcot et qui emploie le terme de simulation inconsciente. C'est un oxymore, simulation inconsciente. Ça veut dire que ces soldats, il ne faut pas les accuser de faire exprès. Ce ne sont pas des simulateurs, des gens qui courent à la désertion. Mais ça va ouvrir la porte à des démarches thérapeutiques incontrôlées, et notamment l'usage de ce qu'on appelle le torpillage faradique, c'est-à-dire qu'on donne à ces soldats, non consentants la plupart du temps, des décharges électriques jusqu'à ce que le symptôme s'arrête. Quand on lit ces témoignages aujourd'hui, ça peut paraître épouvantable. L'homme, mais, et c'est là qu'on voit que je vais vous poser devant le problème éthique et la question éthique que ça pose encore aujourd'hui. Il y a des tas de personnes qui avaient ces troubles, ces paralysies, ces contractures, enfin ces phénomènes très bizarres, et qui sont fixés, c'est-à-dire que ça dure plusieurs semaines, plusieurs années. Et on a démontré que si on savait corriger ces troubles par l'électricité, on pouvait sortir ces personnes d'un état de paralysie chronique, c'est-à-dire de leur rendre leur autonomie, entre guillemets, pour retourner au combat. Et donc, l'un des pères de cette technique, moi je trouve cet homme admirable. On peut lire ses travaux, il dit ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait et comment il l'a animé. C'est Clovis Vincent, le père de la neurochirurgie. Ces gens-là ont été pionniers aussi dans d'autres démarches thérapeutiques. Et Clovis Vincent, il y a un dessin humoristique, vous faites Clovis Vincent sur Internet, et vous verrez un dessin, on voit Vincent de Paul, on voit un médecin avec son appareil électrique, là, prêt à donner des décharges. Donc un jour, Clovis Vincent impose à un soldat, pour la 4e fois, une séance de torpillage faradique. Le soldat refuse, Clovis Vincent se coltine le soldat physiquement, ça se termine en pugilat, et le soldat frappe Clovis Vincent. C'est outrage à supérieur, c'est le tribunal de guerre, etc. Et ce n'est pas Clovis Vincent qui va se plaindre de ce soldat, mais c'est ce soldat qui va se plaindre. Il y a un avocat qui va le défendre. Et au procès qui a été fait, où Clovis Vincent sera acquitté, mais il y a tout un enjeu qui se fait. A-t-on le droit, en temps de guerre, lorsqu'il y a autant d'enjeux pour la patrie, etc., de torturer, parce que le terme, on va appeler un chat un chat, de torturer un patient pour le sortir de sa maladie. Au final, Clovis Vincent lui va dire « J'arrête. Je ne comprends pas que vous n'acceptiez pas le débat éthique auquel j'ai essayé d'apporter une réponse. Renvoyez-moi au front. » Et très courageusement, Clovis Vincent est retourné au front. L'avocat qui a défendu le soldat, lui, ne va avoir que des malheurs. On va lui chercher des poux dans la tête. Il va être emprisonné, libéré au bout de 2 ans, mais il ne survivra pas à l'épreuve psychologique de son emprisonnement. Le soldat, finalement, va être réformé au bout de quelques années et va rentrer dans ses foyers. Le ministre, qui s'appelait Justin Godard, va venir au secours de Clovis Vincent. Enfin, tout va être fait pour justifier que l'on puisse torturer par l'électricité ces soldats. Et, chose étrange, des soldats guéris par Clovis Vincent vont venir à l'appel de Clovis Vincent défendre cette méthode thérapeutique. Et donc, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Voyez le questionnement éthique. Par contre, ceux qui ont fait ces démarches et ceux qui ont eu le courage de le publier, Clovis Vincent, père de la neurochirurgie, Gustave Roussy, père de la thérapie en oncologie. En tous les cas, la Première Guerre mondiale a ouvert cette question, ne l'a pas refermée, mais chose très étrange, la guerre suivante, on n'a pas retrouvé ces phénomènes. Et la Deuxième Guerre mondiale, elle, ça a été une épidémie de troubles psychosomatiques, à tel point que, par exemple, en Allemagne, on a créé des bataillons d'hypertendus.
on a créé des bataillons de dyspeptiques, de gens qui avaient des gastrites. Dans le siège de Stalingrad, il a été observé des phénomènes psychosomatiques assez étonnants, des infarctus à coronaire saine, enfin c'est des morts subites déjà, des morts subites par infarctus avec coronaire saine chez des soldats qui avaient entre 17 et 19 ans, donc bien sûr sans aucun antécédent. Et on sait aujourd'hui que le stress tue. Le stress aigu et prolongé, ou même le stress chronique, le stress tue. Et tue par une manifestation physique, hein, pas par le suicide, pas par l'alcool, comme nous on peut le voir chez des survivants des guerres. La guerre d'Algérie, elle, la guerre suivante, la leçon c'est que ça a été une guerre où il y a eu beaucoup d'addictions, parce qu'on s'aperçoit que les soldats se traitent eux-mêmes avec l'alcool par exemple. Et vous savez que la deuxième guerre où il y a eu le plus d'addictions, c'est la guerre du Vietnam. Les Américains l'ont commencé à la bière et l'ont fini à l'héroïne. Alors, le regard sur les pathologies psychosomatiques a un peu changé après la guerre du Vietnam parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu la naissance d'un concept de post-traumatic stress disorder, état de stress post-traumatique, et c'est rentré dans les connaissances grand public. Pour ceux qui connaissent le film Rambo, les premières scènes du film Rambo où, alors que les policiers cruels veulent soi-disant le rendre propre et le doucher, Rambo voit surgir dans sa pensée le souvenir des séances de torture au Vietnam, ce qu'on appelle des ekmnésies, des flashbacks, des souvenirs forcés, typiques de la pathologie psychotraumatique. Vous avez ces films de Oliver Stone, lui aussi ancien soldat au Vietnam, qui a fait Platoon, qui a fait Né un 4 juillet, autant de films qui vont vulgariser pour le grand public la réalité des troubles psychiques et des troubles somatiques des anciens combattants. Les choses évoluent. Moi, j'ai fait partie d'un groupe de travail OTAN sur stress et soutien psychologique dans les opérations militaires modernes, et ça s'est terminé par des recommandations pour les pays de l'OTAN, et nous sommes allés présenter ces recommandations à Bruxelles, et notre session a été parrainée par le conseiller militaire du secrétaire général de l'ONU de l'époque. Ce conseiller militaire était un général hollandais qui s'appelait Kammaert. Et Kammaert a pris la parole, vous imaginez, devant une assemblée qui était conséquente, et Kammaert raconte son PTSD. Vous avez aujourd'hui, vous avez eu le livre « J'ai serré la main du diable », qui a fait aussi l'objet d'un documentaire d'un général canadien qui s'appelle Roméo Dallaire. Et Roméo Dallaire, tentative de suicide, retrouvé des soirs complètement alcoolisé, clochardisé, officier général, hein, qui a témoigné de ce qu'avait été pour lui l'épreuve, de ce qu'était pour lui l'épreuve de l'état de stress post-traumatique chronique et de la nécessité finalement de les prendre en charge très tôt. En France, c'est en 1992 qu'un texte de loi est apparu qui a introduit la notion de traumatisme psychique. Et nous verrons, la vraie question, c'est comment obtenir, la vraie question éthique, comment obtenir un juste accompagnement de l'État des gens qui ont subi des blessures psychiques. Parce que quel est le problème de la blessure psychique? Elle est invisible, elle ne saigne pas, il n'y a pas de radiographie. Il n'y a que l'exercice de la parole et de l'écoute qui permet de la mettre en évidence, et je n'ai aucun moyen d'apporter la preuve que c'est en lien, qu'un trouble psychique est en lien avec un événement de guerre, sauf à essayer de convaincre une commission ou un tribunal. Allez, je vous raconte une anecdote. Un jour, une infirmière qui avait un PTSD après avoir eu très longtemps en ex-Yougoslavie, dans les Krajina, à prendre en charge des femmes qui avaient été violées, parce que le viol est une arme de guerre, hein, malheureusement. Et elle en était très éprouvée, donc elle a un état de stress post-traumatique, et elle me demande de l'accompagner au tribunal des pensions parce qu'elle n'est pas sûre de bien pouvoir se défendre. Je l'ai fait exceptionnellement, quelques fois dans ma carrière, dont une fois pour elle. Et j'arrive juste avant qu'elle soit elle-même entendue pendant l'audience, et j'assiste à une séquence où on voit un jeune adjudant-chef, imaginez un homme qui a juste 40 ans, adjudant-chef, vous imaginez qu'il a fait une belle carrière pour être adjudant-chef à cet âge-là, et il a 2 gros appareils auditifs dans les oreilles parce qu'il est sourd. Et donc il est sourd, adjudant-chef dans l'artillerie, j'ai vite compris pourquoi il était sourd, et l'artillerie c'est quand même des traumatismes sonores répétés parce que le son c'est une énergie, et l'énergie acoustique peut être d'une violence telle quand vous êtes près du fût du canon
que ça vous démolit l'oreille. Et vous savez que le seuil douloureux est au-dessus du seuil sonore, c'est-à-dire que vous pouvez supporter le bruit, mais déjà votre oreille, les cellules de la cochlée sont détruites. Et j'entends le responsable, le président du tribunal qui fait « Écoutez, monsieur, on comprend bien votre surdité, votre explication, mais nous n'avons pas la preuve que ce soit les tirs que vous avez faits qui aient causé cette surdité. » Eh bien, c'est pareil pour les gens qui sont victimes de PTSD, quand on leur demande de se présenter. Une autre fois où je suis allé au tribunal, c'était un homme assez âgé, il avait déjà près de la soixantaine, qui demandait la prise en charge d'un PTSD qui le rongeait depuis la guerre d'Indochine. Il avait eu... voilà. Et le président du tribunal, alors mon patient qui a été intrépide devant l'ennemi à plusieurs reprises en Indochine, devant le président du tribunal, incapable de dire un mot correctement, bredouillant, tremblant, très ému, très impressionné par la figure d'autorité qu'était ce juge, il est incapable de répondre. Et finalement, c'est moi qui ai pris la parole pour dire, écoutez, arrêtez, regardez les états de service. La Légion d'honneur à 22 ans, c'est pas donné à n'importe qui pour n'importe quoi. Donc ne demandez pas à cet homme de faire la preuve qu'il a été directement menacé au combat, son état de service parle pour lui. Il a obtenu sa pension. Je ne sais pas si ça a été une bonne chose, parce qu'il a immédiatement converti l'argent de sa pension en alcool et il est mort des complications de cet alcoolisme. Vous voyez que les choses ne sont jamais simples. Et puis finalement, aujourd'hui, vous avez tous les vétérans des guerres de la lutte contre le terrorisme, notamment la guerre d'Afghanistan, la deuxième guerre d'Irak. Et pour vous montrer un peu comment ces questions se posent, quand je suis allé aux États-Unis dans des forums de psychiatrie militaire, j'ai entendu en tribune des médecins dire que le PTSD, ce n'était pas une maladie psychiatrique, c'est les politiques qui avaient inventé une catégorie diagnostique pour permettre de donner de l'argent à des vétérans pour obtenir leur silence. Et aux États-Unis, on a créé une entité nouvelle qu'on appelle les MTBI, Mild Trauma Brain Injury, les traumatismes bénins du cerveau, pour dire voilà, vous avez un trouble, ça dure 2 mois, au bout de 2 mois, ça passe. Sauf que vous avez des gens qui, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, vont mal. Moi, quand je vois un clochard dans la rue allongé avec un treillis, je sais que c'est un ancien, ou très probablement que c'est un ancien combattant qui a échappé à notre système de soins. Donc la question éthique, c'est la question de l'imputabilité. L'imputabilité, c'est-à-dire obtenir pour ces personnes qu'on reconnaisse qu'on leur doit une réparation. Mais vous avez des situations très paradoxales. Alors, maintenant, je vais raconter d'autres histoires avec l'histoire de traumatisme liés aux attentats. Mais par exemple, le traumatisme vicariant. Ça veut dire que vous n'avez pas assisté au traumatisme, mais vous êtes touché au même degré que si vous aviez assisté à ça. Je vous raconte une anecdote parce qu'elle est intéressante. Quand il a fait le film Nuits et brouillards, c'est un film sur les camps de concentration, Alain Resnais raconte qu'il visionne des heures et des heures de films de guerre et il dit toute la nuit, toutes les nuits, je faisais des cauchemars. Le jour, les images que j'avais visionnées la veille me repassaient dans la pensée. Et il dit, ça m'a tenu jusqu'au moment où, quand j'ai commencé à monter mon film, ces symptômes ont disparu. J'ai une patiente qui est venue me voir cette semaine. Elle n'a pas été victime directement d'un traumatisme. Sa fille mineure avait été victime d'une agression sexuelle dans une école. La mère accompagne la fille lors de la déposition et c'est la mère qui présente un PTSD. Comment peut-elle faire valoir qu'elle a droit à une réparation de la part des agresseurs? Voilà des questions qui existent. Dans la question de l'imputabilité, toujours question éthique, pour réparer un préjudice. C'est la question de la prédisposition morbide. Aujourd'hui, vous avez plein de lois aux États-Unis qui disent que si jamais on retrouve dans vos antécédents que vous avez eu, par exemple, une arrestation pour conduite en état d'ébriété, donc vous êtes alcoolique, donc si vous avez un trouble aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, c'est votre alcoolisme antérieur. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une série de questions éthiques. Et qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le stress? La thématique de cette session, c'est « Mon corps est-il à moi ?» Et je vais vous parler du stress et du biote, parce qu'aujourd'hui, toutes les questions d'avenir sont là-dessus. Votre corps, c'est 10 puissance 13 cellules, des cellules qui ont votre ADN, qui ont votre identité. Vous hébergez 10 puissance 14 bactéries. Cellules qui ne sont pas vous, qui sont en vous et qui travaillent pour vous. 60% de la sérotonine, c'est votre biote qui le fait.
toute la régulation de votre immunité, c'est le biote qui le fait. On sait aujourd'hui que le stress entraîne des altérations du biote. Et aujourd'hui, parmi les stratégies de réparation des effets du stress, il y a de pouvoir se préoccuper du biote, notamment l'apport de lactobacilles. Et donc, il y a tout un aspect assez particulier sur le soin et la prévention des troubles psychiques avec le biote. Voilà, je vous laisse la parole, je laisse place aux questions. Merci. Je vous remercie parce qu'on devra libérer Aurélien Benwalid pour l'interview de M. Vidard. Aurélien Benwalid, il semble que l'errance de beaucoup de patients atteints de symptômes psychosomatiques se termine chez le neurologue. Et donc, tu as une grande expérience de ces troubles et des difficultés que rencontrent les patients pour se soigner. Merci. Alors, avant de prendre la parole, je voudrais faire un peu comme avait fait quelqu'un à la table ronde, Jean-Luc Lemoyne, hier, qui était un autiste qui avait le courage de prendre la parole et qui a dit « Est-ce que ça vous pose problème si je suis politiquement incorrect ?» Alors, je vous pose la question. Non, d'accord. Les gens étaient plus enthousiastes avec Jean-Luc Lemoyne, mais je vais quand même y aller. D'abord, je pense qu'il est tout à fait nécessaire de reposer des définitions. Le terme psychosomatique, moi, m'indispose un peu. Je suis un peu mal à l'aise avec ce terme et j'espère que lorsque j'aurai pu déployer un peu ma pensée, je pourrai vous proposer un terme préférable. Pourquoi est-ce que j'aime pas le terme de psychosomatique ? Psychosomatique, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que d'un côté, il y a le psycho, l'esprit, l'âme, que l'on oppose au somatique, le corps. Alors j'aimerais bien savoir qui un jour a eu cette idée de dire que l'esprit, c'était pas dans le corps. Enfin, en tout cas, quand on est neurologue, je vous avoue que c'est un peu étonnant. C'est aussi étonnant que lorsqu'un médecin dit à son patient « c'est dans la tête ». Alors, moi, je vous préviens tout de suite, j'ai beaucoup de patients qui viennent me dire et ils m'ont dit « voilà, mon médecin m'a dit c'est dans la tête ». Je leur ai dit « vous n'allez plus chez ce médecin ». C'est peut-être pas très confraternel, mais je pense qu'en tout cas pour un neurologue, mais pour tout patient, c'est un choc terrible que de s'entendre dire c'est dans sa tête. C'est pour ça que j'ai entendu avant Madame Rapaport qui disait c'est organique, c'est pas organique, c'est psychique. Je pense que c'est très important, et je reviendrai dessus un petit peu plus tard, de ne plus distinguer psycho et somatique. Alors c'est depuis Descartes, le cogito, je pense donc je suis, c'est le début du dualisme. Il est très intéressant, bien entendu, sur un plan philosophique, mais je crois qu'il fait des carnages auprès de nos patients. Mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc, le terme de psychosomatique, il mériterait peut-être d'être revu. Cependant, on peut se poser la question, pour l'instant, on va garder ce terme, est-ce que les symptômes psychosomatiques, plutôt que les maladies, parce que les maladies, ça a encore une définition un peu différente, est-ce que c'est une réalité ? Alors, bon, moi, je suis neurologue de ville, je vois environ 20 patients par jour, depuis maintenant au moins 10 ans. Et ça fait à peu près 3 mois que j'ai tenu des statistiques sur un tableau Excel qui a confirmé à peu près ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a environ 30% des patients qui viennent me voir et qui présentent des symptômes psychosomatiques. Alors ça peut paraître étonnant, mais je vous rassure, ces 30%, vous pouvez à peu près les répartir avec toutes les spécialités médicales du monde. Il n'y a pas une spécialité, y compris les spécialités chirurgicales, qui n'ont pas environ 30% de symptômes psychosomatiques. Donc vous comprenez bien qu'on est là sur une question de santé publique qui nécessite absolument que les pouvoirs publics, que l'université s'en empare, ce qui, je vous le dirai peut-être plus tard, n'est pas le cas pour l'instant. Donc oui, c'est une réalité. Alors pour vous donner quelques exemples, qu'est-ce que je vois moi en consultation quotidienne ? Je vois des patients qui sont hémiplégiques, paraplégiques, aveugles, sourds, vision en noir et blanc, vertige, céphalée, migraine, tremblements, troubles de la mémoire, bien entendu, troubles du comportement, troubles de l'humeur, et je ne suis bien entendu pas exhaustif. Alors, c'est un peu péremptoire que de dire c'est psychosomatique. C'est un diagnostic qui mérite plusieurs étapes. Tout d'abord, en médecine, et on pourra revenir dessus, on a décidé, et c'est quelque part relativement logique, mais aussi un peu navrant aujourd'hui, de dire que le symptôme psychosomatique, l'origine psychosomatique, est un diagnostic d'exclusion. Diagnostic d'exclusion, cela signifie qu'on a d'abord éliminé toutes les autres causes possibles. Et une fois qu'on a dit que toutes les causes possibles, on ne les a pas retrouvées, alors on dit que c'est psychosomatique. Et là encore, et c'est aussi bien naturel, aujourd'hui on dit non, on ne devrait pas dire que c'est psychosomatique, parce qu'en fait c'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors pourquoi est-ce que quand on ne sait pas ce que c'est, on dit que c'est d'origine psychique ? Bref, vous comprendrez bien que ces patients, non contents d'avoir un symptôme dont on ne sait pas d'où il vient, présentent aussi un certain nombre de faisceaux d'arguments
que l'on a l'expertise au bout d'un certain temps de rechercher, qui nous mettent quand même sur la piste que, bien entendu, il y a des maladies qu'on ne connaît pas, il y a des lésions qu'on ne connaît pas, mais que, bien entendu, de temps en temps aussi, les symptômes physiques du patient expriment parfois ou sont la conséquence d'un conflit psychique. Mais là encore, il faudra peut-être qu'on élabore un peu plus que ça. La gravité. Alors, la gravité, elle va de tout à rien, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des patients chez qui la gêne est très modeste, et puis il y a des patients qui vont mourir d'un symptôme psychosomatique. Il y a des patients qui vont être désocialisés. Je ne pourrais pas vous dire combien de dizaines de patients sont dans ma consultation et qui sont en arrêt de travail, puis en congé de longue maladie pour des symptômes psychosomatiques. Et c'est parfaitement légitime que d'être en arrêt longue maladie dans ce type de situation. Ensuite, donc je vous l'ai dit, ça concerne absolument toutes les spécialités, mais là je ne vais pas être exhaustif parce que sinon on n'est pas sorti. Et un autre point quand même, c'est pour dire que on le met souvent en avant quand il y a une maladie ou quand il y a un symptôme, quand les gens viennent et se plaignent. Par contre, quand les gens guérissent, par exemple, alors à ce moment-là, généralement, on appelle la police du Vatican, parce que ça s'appelle un miracle. Mais les patients qui présentent des rémissions de certaines maladies, parfois des maladies très graves, eh bien, il est très difficile pour le corps médical, pas par tout le monde bien entendu, mais de considérer qu'il est possible qu'il existe une hypothèse psychique le concernant. Donc je vous l'ai dit, le terme de psychosomatique ne me plaît pas tellement. Donc on va revenir sur un tout petit peu de définition et vous comprendrez peut-être par quoi on peut le remplacer. Tout d'abord, le symptôme. Quand un patient vient nous voir en consultation, il souffre. La première des évidences, c'est qu'il souffre. Et je le dis 2 fois parce que souvent, effectivement, on adresse le patient. Et puis moi, j'ai aussi eu parfois des médecins avec qui j'ai travaillé. Puis à partir du moment où on avait identifié que l'origine était plutôt psychosomatique, eh bien à ce moment-là, les gens sortaient d'hospitalisation ou alors on les adressait chez le psychiatre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le patient souffre, il souffre. Je n'ai jamais vu de toute mon expérience un seul patient simulé, si ce n'est M. Baudin, qui a été emprisonné et que j'ai vu en électromyogramme et qui était en fauteuil roulant alors qu'en fait il avait pu s'enfuir ensuite. Tout ça pour vous dire qu'il est extrêmement rare, c'était le serial killer, il est extrêmement rare, voire quasiment inhabituel, d'observer un patient qui simule un symptôme. Donc ça veut dire qu'en fait, une douleur pelvienne chronique, comme ça a été évoqué avant, ce sont des gens qui souffrent. Ils souffrent au point de se suicider, ils souffrent au point de ne plus pouvoir travailler. Et il n'y a aucune différence entre la souffrance d'une douleur pelvienne chronique chez laquelle nous n'avons trouvé ni endométriose ni quoi que ce soit, et une souffrance d'une douleur pelvienne chronique de quelqu'un qui a une appendicite pelvienne, par exemple. C'est exactement la même conséquence et la même douleur. Le symptôme est un symptôme. Il ne nécessite, à mon avis, pas d'autre définition. En revanche, c'est le terme de lésion qui mériterait un petit coup de lifting, puisqu'on dit généralement qu'un symptôme est associé à une lésion. Donc le docteur Clairvoy, le professeur Clairvoy l'a dit très bien avant, ces lésions, on ne peut pas nécessairement les observer. Alors je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais il est absolument impératif de considérer que dans le cadre d'une maladie psychosomatique, la lésion, elle existe, au même titre qu'une appendicite qui fait mal au ventre. Mais effectivement, la lésion n'est pas d'une même nature. La lésion est d'une nature bien différente, puisqu'elle n'affecte pas nécessairement un organe tel qu'on a l'habitude de le concevoir généralement, mais la lésion est d'une nature différente. Pour vous donner un exemple, là je suis en train de parler. Peut-être que vous m'écoutez, peut-être que vous trouvez que je dis des choses un peu bizarres, peut-être êtes-vous offusqué, ou peut-être ça vous dit quelque chose. Quoi qu'il en soit, quand vous sortirez de cette magnifique salle de l'Aubette, vous allez vous souvenir, vous allez reprendre votre vie, vous allez refaire les choses habituelles, mais vous conserverez un souvenir de ce que je vous ai dit. Et je mets au défi qui que ce soit de me donner une différence évidente. Alors après, sur les définitions, on peut toujours être pointilleux, mais en quoi la modification physique que j'ai opérée sur votre cerveau, en vous donnant des informations et en vous parlant, est-elle différente d'une autre lésion? C'est-à-dire que j'ai induit une modification, certes très fine, impossible à voir à l'IRM, impossible à voir à l'IRM fonctionnel, mais en revanche totalement physique. Il n'y a rien que du matériel. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de magie. Nous sommes strictement dans une lésion physique qui est totalement invisible. Là aussi, c'est des choses qui peuvent paraître très bizarres.
Juste pour vous donner un exemple, le cerveau, il est constitué de 100 milliards de neurones. Alors pour vous figurer ce que c'est 100 milliards de neurones, notamment pour les plus jeunes, imaginez Socrate bébé. Donc le petit Socrate, tout mignon, dans le berceau de sa maman. Et à partir de la naissance de Socrate, vous égrenez chaque seconde jusqu'aujourd'hui. Et vous serez encore assez loin de l'estimation de ce que peut être 100 milliards. Maintenant, à ces 100 milliards de neurones, rajoutez l'idée qu'à chaque neurone, donc à chaque Socrate, vous allez rajouter 1000 connexions. Et que ces 1000 connexions sont susceptibles de changer toute la journée, depuis les premiers mois de la grossesse jusqu'à quelques minutes après votre mort. Rajoutez à cela qu'aux 100 milliards de neurones, aux 100 milliards de Socrate, vous avez 200 milliards de cellules gliales dont on commence à peine à se dire qu'elles ont peut-être un intérêt. Et une fois que vous aurez remis tous ces chiffres dans le bon ordre, vous vous rendrez compte qu'en fait, la psychosomatique, c'est une médecine de l'hypercomplexité. C'est une médecine de l'hypercomplexité qui est totalement... On ne peut pas l'appréhender par l'esprit, parce qu'on a un esprit d'Homo sapiens qui est largement insuffisant. Alors on peut manipuler les statistiques, on peut manipuler les probabilités, mais il faut bien se rendre compte que c'est beaucoup plus simple de rester avec des termes un peu plus flous, le terme d'émotion, de stress, le terme d'esprit, mais qu'en réalité, ça correspond à quelque chose. Donc ayez bien conscience qu'une maladie ou qu'un symptôme d'origine psychosomatique, ça correspond à quelque chose. Et ça paraît un peu bête de dire ça, mais vous ne verrez plus du tout les symptômes psychosomatiques de la même manière. Quand quelqu'un a des douleurs, c'est que cette douleur correspond à quelque chose. Les mécanismes ont déjà été évoqués, et bien entendu, ils sont multiples. Je pense que le lien avec le système immunitaire, le docteur Clairvoy pourrait nous en parler, mais sont très importants. Il y a une grande proximité entre le système immunitaire et le système neurologique. Il en va de même pour la peau, puisque le neurectoderme a une origine embryologique relativement similaire. Et il existe des mécanismes que l'on pourrait tout à fait disséquer pour expliquer les symptômes psychosomatiques. Si j'ai encore quelques minutes, effectivement, il existe aujourd'hui un problème de parcours de soins. Et là, la situation, je dois dire, est relativement révoltante. Parce que lorsque un patient vient me voir et qu'après moult explorations, je finis par me forger une idée qui sera susceptible de changer par la suite, parce que l'erreur est humaine, mais je me forge l'idée que potentiellement l'origine est psychique. Comptez sur cela encore un certain nombre de consultations pour essayer d'expliquer l'idée, c'est ce que je suis en train de faire là par exemple. Imaginez aussi toutes les réactions que peut avoir le patient, et c'est bien naturel quand on lui dit, pour lui faire comprendre que c'est dans la tête mais que c'est pas dans la tête, parce que l'idée elle est quand même très fortement ancrée. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, et je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, les gens pouvaient aller voir le prêtre, les gens pouvaient aller voir le responsable politique, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui endosse ce rôle? Je ne parle pas des patients psychotiques, je parle des patients qui n'ont pas de maladie psychiatrique, mais finalement, on les envoie chez qui? On les envoie chez le psychiatre et chez le psychologue. Et là, je vous l'ai dit, je pense qu'en termes de formation, les idées ne passent pas forcément aussi vite. Et malheureusement, le plus généralement, lorsque les patients reviennent me voir, ils m'ont dit, je l'ai vu une fois, 2 fois, puis il m'a dit que de toute façon, ce n'était pas psychologique, que ce n'était pas dans ma tête et que probablement, vous n'aviez pas trouvé ce que c'était. Donc vous voyez, on est quand même dans un système de soins qui est compliqué. Et là encore, il est vrai que et je terminerai peut-être là-dessus, mais dans la formation et dans la politique de santé, il y a de grosses carences. Pour vous donner un exemple, j'ai assisté à Strasbourg, peut-être que certains d'entre vous y étaient il n'y a pas longtemps, il y avait le film Les Chatouilles avec la réalisatrice du film. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film qui raconte les conséquences d'attouchement sexuel ou même de viol, d'agression sexuelle chez la réalisatrice lorsqu'elle était enfant, et la manière dont elle a exprimé ça sous forme de symptômes. Alors elle, son symptôme, c'était d'aller danser. Et c'est vrai que moi, en voyant les images, ça m'a vraiment fait penser aux crises ce qu'on appelle les crises non épileptiques psychogènes, qui sont des manifestations un peu Canada Dry de l'épilepsie, qui ressemblent à de l'épilepsie, mais qui n'en est pas. Et bref, c'est à l'issue de cette séance et du débat qu'on a pu avoir, qui était notamment animé par Israël Lisan, aujourd'hui présent, et Nadine Knezovic, qui était là sur la table ronde de ce matin ou d'hier, je ne sais plus, le temps passe vite. Eh bien, figurez-vous que je me suis fait le constat de quelque chose d'assez étonnant.
je suis quand même assez intéressé par les questions psychosomatiques, vous l'aurez compris. Et comme tous les médecins, j'ai appris à l'université à faire une checklist quand je vois un patient. Je pose les questions interrogatoires, antécédents médicaux, antécédents chirurgicaux, allergies, médicaments, posologie. Vous avez fait un eczéma entre 1995 et 1996, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que vous avez pris comme médicament? Et je me suis rendu compte que qu'est-ce que je n'avais pas mis dans ma checklist habituelle? Est-ce que vous avez été agressé sexuellement? Est-ce que vous avez vécu un traumatisme? Alors ça peut paraître évident, mais en fait, on ne nous apprend pas ça à l'université. On ne nous apprend pas à s'intéresser à l'être humain sur son versant psychique, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le psychique, tout simplement parce que moi, aujourd'hui, je m'en fais une toute petite idée parce que j'ai fait des neurosciences et que je fais de la neurologie et que je vois des patients, mais que ça correspond à quelque chose. Et que, en fait, quand on parle de diagnostic, d'élimination, c'est un bon moyen de mettre la question de côté, surtout que le dernier DSM, donc le DSM, c'est la Bible des maladies psychiatriques, a progressivement effacé le terme de psychosomatique. Pourquoi? Parce que c'était le reliquat, c'est un reliquat psychanalytique, de dire qu'il y a l'esprit et de dire qu'il y a le corps. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des neurosciences, nous sommes à l'ère des thérapies cognitivo-comportementales, nous sommes dans des aires très différentes qui sont très utiles et on pourra en reparler de la prise en charge. Cependant, je crois qu'on peut constater aujourd'hui quand même qu'il y a un certain échec. Et je terminerai juste avec la dernière chose. On a parlé avant des médecines alternatives et on en reparlera certainement dans la conversation avec le public. Mais on rembourse l'homéopathie, c'est super, mais on ne rembourse pas le psychologue. Est-ce que vous trouvez ça normal, un pays dans lequel on décide de rembourser des approches alternatives qui n'ont jamais montré d'efficacité, mais qui ont un effet placebo tout à fait respectable, mais qu'en contrepartie, l'État, la sécurité sociale, refuse de rembourser des soins psychothérapeutiques? Voilà, je voulais vous faire part un petit peu de cette indignation et je vous remercie d'avoir entendu. On va laisser les personnes du public poser des questions à nos éminents spécialistes. Je voudrais dire que ce serait dommage, je crois, que le public dont vous avez changé le cerveau puisse retenir simplement que le mot psychosomatique doit être éliminé du vocabulaire médical. Parce que si vous parlez effectivement du DSM actuel, dans lequel les diagnostics sont, comment dirais-je, dénués d'explications, et où on est dans une société de perte de sens, il ne faut pas oublier que les premiers DSM, le DSM-1 et le DSM-2, avant que le DSM-3 n'arrive, étaient effectivement, comment dirais-je, travaillés avec des psys. À partir du DSM-3, la théorie, avec un L apostrophe, est venue de la prise de position de l'industrie pharmaceutique dans la construction du DSM. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et si on revient à la psychanalyse, Lacan, je crois, avait parfaitement exprimé que le corps était fait de langage et que c'était l'inconscient qui était l'expression du langage du corps, et que l'empreinte qu'il y a dans le corps et que le langage de la psychosomatique n'est pas le psy d'un côté et le corps de l'autre. C'est tout ce qui est avant et qui s'est imprimé dans la personne, dans son environnement, dans sa structure, et qu'elle ne sait justement pas. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez avec des listes et des listes et des listes, vous ne trouverez jamais. C'est vrai, Aurélien, que tu nous as laissé un petit peu en haleine avec ton nouveau terme. Ah non, c'est pas un nouveau terme, mais c'est vrai qu'on parle de lésion, très bien. Moi, j'ai ma définition de la lésion, mais je crois qu'il faut aussi oser peut-être parler de l'organe. Alors, habituellement, on dit qu'un organe, c'est enveloppé d'une séreuse. Alors là, c'est un peu compliqué, mais je ne vois pas ce qui nous empêcherait de parler de l'organe psychique. Quand on a un problème de cirrhose, c'est le foie qui est malade. Quand on a un problème d'incontinence urinaire, c'est souvent le détrusor, le muscle, ou alors la vessie qui pose un problème. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas utiliser le terme d'organe quand on parle de psychisme? On n'ose pas l'utiliser parce que tout simplement, on aimerait peut-être laisser le précaré magique de l'être humain comme un être qui dispose à la fois d'un corps et d'une âme, de quelque chose d'un peu éthéré, ce qui n'empêche pas d'ailleurs cette considération-là. Mais sauf que là où ça pose problème, c'est que
en se désolidarisant de la partie organique du psychisme, eh bien, on en fait quelque chose qui n'existe pas. Donc moi, je préfère utiliser simplement le terme de symptômes d'origine psychique. C'est plus, et ça me semble plus juste que psychosomatique. Docteur Lachowski, vous vouliez intervenir? Je pense que sans en avoir l'air et sans manier tout à fait les mêmes outils, nous sommes d'accord. Et je crois que, relativement, on va dire, je pense au contraire que pouvoir parler d'un problème ou d'une maladie ou d'une douleur psychosomatique, c'est rendre à la personne qui nous apporte ce symptôme toute la valeur à ce qu'elle nous dit. C'est justement ne pas lui dire « Madame, c'est dans la tête », encore que moi je leur explique heureusement que c'est dans la tête aussi parce qu'elles ont un cerveau et une tête, donc ça fait partie, mais que c'est justement ne pas lui faire entendre « je vais vous envoyer voir quelqu'un ». Autrement dit, tout ce que vous me racontez, c'est psychique, ça compte pas. Non, je crois que la psychosomatique, comme l'a dit Mireille d'ailleurs, c'est comprendre la relation et l'effet causal aussi des deux éléments. Il y en a sans doute plus que deux. Ça n'est pas uniquement ce que la personne dit, c'est aussi ce que la personne va montrer. Mais oui, il peut y avoir des déformations, il peut y avoir des tuméfactions, il peut y avoir des rougeurs, il peut y avoir des ulcérations. Mais je suis entièrement d'accord, c'est ce que je veux dire. C'est que les deux, la coexistence des deux doit être reconnue par le médecin qu'elle va consulter. Qu'on ait besoin d'organiser ou de recherche après, nous sommes d'accord. Je me tais. Ok, merci pour vos interventions qui étaient toutes très intéressantes. Je voudrais rebondir sur votre remarque, docteur Lachowski. Je suis étudiant en médecine et comme vous, je voudrais souligner l'insuffisance de la formation en psychologie médicale. Je vous apprends rien, le raisonnement médical, il est très cadré. Un patient, il vient pour une plainte, on va l'examiner cliniquement, faire une prise de sang ou de l'imagerie, aboutir à un diagnostic et le traiter. On s'appuie sur l'hypothèse qu'on va trouver quelque chose, que le symptôme a un soubassement organique. Et lorsqu'on ne trouve rien, entre guillemets, on est pris au dépourvu. En effet, j'ai l'impression que la médecine occidentale moderne, elle cherche à objectiver le patient, de sorte qu'il devient une sorte de tas d'organes à traiter. Et toute la dimension psychique, de par son côté subjectif, elle est profondément déstabilisante et mise de côté par le médecin. Du coup, j'ai 3 questions qui s'adressent à tous les intervenants. La première, c'est la suivante, c'est est-ce que vous avez des conseils pour prendre en charge ces patients qui viennent pour des maladies psychosomatiques? Et ensuite, vous y avez répondu partiellement pendant vos interventions. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de dépasser cette dualité corps-esprit pour arriver à une conception plus globale? Et selon vous, quels pourraient être les avantages et les inconvénients aussi peut-être d'un tel changement de paradigme? Je vous remercie. Docteur Clairvoy, vous vouliez répondre? Oui, alors une des pistes, et puis je vais vous demander de compléter avec ce que vous m'avez raconté tout à l'heure, c'est d'aider les patients à mentaliser l'image du corps. C'est-à-dire que si le patient parvient à se faire une image mentale de son organe, il peut agir sur son organe. Très rapidement, je vais vous raconter l'expérience de la main de caoutchouc. Vous mettez, c'est un tour de foire. On met un patient sur une table avec ses 2 bras devant lui, on cache le bras gauche par un drap et on met une main en plastique sous ses yeux, qui a la même forme et la même taille que sa main gauche, on la met sous ses yeux. L'opérateur, d'un côté du drap que le patient ne voit pas et de l'autre côté du drap, avec un pinceau dans chaque main, balaye au même moment le même doigt des 2 mains. En quelques minutes seulement, le cerveau de la personne, va intégrer que ce qu'il sent sur sa main cachée qu'il ne voit pas, il le sent à partir de la main en plastique qu'il voit. Puis à un moment donné, l'expérimentateur prend une aiguille, la plante dans la main en caoutchouc, le patient fait « aïe ». Et si on fait une imagerie cérébrale, il a flashé la zone sensitive correspondante. Ça veut dire la rapidité avec laquelle le cerveau noue quelque chose avec le corps. Ça, c'est crucial. Et donc, dans le traitement des maladies psychosomatiques, travailler sur l'image mentale aide. Ça a été démontré aussi, par exemple, par rapport à certaines pathologies liées à la chirurgie cardiaque. Des patients qui avaient besoin d'une chirurgie cardiaque, on leur fait dessiner leur cœur. Les bords des dessins n'étaient pas jointifs. Une fois qu'on avait fait la correction de leur valvule ou autre chose, les patients étaient beaucoup plus soigneux pour montrer que leur cœur était étanche. Et ce qui m'a intéressé, c'est quand vous disiez, on fait dessiner aux femmes leur utérus. Racontez-nous 2 mots de votre expérience et dans justement comment les femmes peuvent-elles, à travers le dessin,
mentaliser ce qu'elles ont dans le corps et avec l'appareil psychique, puisque donc on peut parler d'appareil psychique, corriger le trouble physique. Je me demande si ce que vous racontez de la main en caoutchouc, c'est pas un petit peu, mais ça c'est le neurologue qui va le dire, comme la douleur des membres fantômes. Oui, ça fait les mêmes mécanismes. Peut-être juste, oui, vous vouliez dire quelque chose, Madame la chose. Je veux juste terminer. En effet, c'est mon expérience de la préparation à l'accouchement, où tout ce qu'on explique aux femmes et aux maris de ces femmes, c'est pratique. Mais quand on leur demande justement comment j'ai demandé aux femmes, j'ai jamais pensé à le demander à un homme d'ailleurs. J'ai demandé aux femmes enceintes de dessiner. J'ai donc demandé aux femmes de dessiner leurs organes génitaux, mais on disait tout simplement l'utérus et les ovaires. Et alors c'était très intéressant parce que soit l'utérus, elle n'arrivait pas à le caser. D'ailleurs pour les femmes, c'est pas l'utérus qui compte, encore que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est plus les ovaires. Et c'était des grappes les ovaires pour la plupart. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. C'est vrai aussi que c'est pas vrai que l'utérus ne compte pas, puisque les hystérectomies sont vécues comme quelque chose d'effroyable et de mal compris en général, puisque j'ai eu une patiente qui est revenue après une hystérectomie et je suis sûre que et le chirurgien et moi lui avions expliqué ce qui se passait, une hystérectomie, ablation de l'utérus, et elle s'est plainte qu'elle n'avait pas ses règles. Ce qui veut dire qu'en effet, c'est très difficile de faire le lien entre son corps et ce qui se passe dans son corps. J'ajoute juste une toute petite chose, je ne sais plus laquelle maintenant, qu'en effet, le diagnostic de maladie ou de problème, appelez ça comme vous voulez, psychosomatique, il rend à la femme cette dignité qu'on lui enlève quand on lui dit « il n'y a rien, il faut aller voir quelqu'un selon la formule ». Et en plus, je déteste entendre, mais vous ne l'avez pas fait, dire on va envoyer la malade, on n'envoie pas un colis, on l'adresse éventuellement. Docteur Rapoport-Hubschmann, vous vouliez intervenir. Ce que je voulais préciser, c'était en lien avec ce qui vient d'être dit auparavant, c'est-à-dire qu'on sait très bien que notre cerveau, finalement, a du mal à faire la différence entre la réalité et l'image mentale. C'est un peu ce que vous nous disiez. Il finalement mentalise ce que le patient a en tête, et c'est par là qu'il faudra repasser aussi pour aider le patient à mieux vivre. Je pense qu'il y avait une question qui était liée au conseil, qui fait le lien avec ce qu'on disait par rapport au fait d'envoyer ou d'adresser. Ce que vous disiez également par rapport au parcours de soins. Je crois qu'on peut tous constater le déficit qui existe à la fois dans l'enseignement médical, dans la formation des médecins, pour ce qui est la prise en charge de ces aspects qu'on appellera encore maintenant, faute de mieux, psychosomatiques, que moi je préfère appeler corps-esprit, parce que finalement cet organe psychique, c'est plutôt le mind en anglais, et ce serait donc ce qu'on traduit mal en français par l'esprit. Et je pense qu'en tant que soignant, il est extrêmement important de savoir comment faire ce passage de relais, justement, entre les différents intervenants. On n'arrivera pas à résoudre cette problématique psychosomatique tant que le médecin ne saura pas mettre des mots acceptants et pleins d'empathie et de compassion pour faire passer un message à son patient et à ses confrères. Donc, on sait que la meilleure prise en charge de ces problématiques psychosomatiques, elle se fait quand il y a une collaboration entre le généraliste, le spécialiste et un professionnel de santé mentale. Alors juste en deux mots, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Et plus généralement, quand un patient vient par exemple pour une douleur dont l'origine est psychosomatique, je pense qu'il faut, pouvoir faire un arrêt de travail, 2, pouvoir donner des antalgiques. Il y a des récepteurs mu qui font mal, il ne faut pas hésiter à mettre des médicaments. 3, un travail de psychothérapie. Et la psychothérapie, ça peut être des TCC, ça peut être des thérapies brèves, ça peut être TCC, de l'hypnose, thérapie cognitivo-comportementale, ça peut même être des thérapies psychanalytiques courtes. Il faut donc la médecine vétérinaire, la psychothérapie, et il faut une approche physique. Alors l'approche physique, ça peut être auprès d'un ostéopathe et tout ça. Et la dernière chose à laquelle on pense peut-être pas suffisamment, c'est la théorie, c'est le placebo ultime, j'allais dire, celui qu'on ne sait pas du tout maîtriser, c'est de dire aux gens, je ne sais pas s'ils ont envie d'aller faire une marche, d'aller pèleriner, d'aller quoi que ce soit. On n'est pas du tout sur une approche de croyance, mais on est sur une approche d'utiliser un levier qu'on ne sait pas utiliser médicalement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Bon,
bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais remercier Dr Ben Walid qui a soulevé le sujet du remboursement des psychologues. Je suis moi-même jeune psychologue et du coup, forcément, l'avenir est un petit peu anxiogène sur ce sujet-là. Et j'avais une question par rapport à ce postulat du mythe de la maladie d'Alzheimer. Je voulais savoir si vous aviez un avis là-dessus ou des questionnements. Alors, du mythe de la maladie, expliquez-moi. C'est-à-dire que est-ce que les lésions organiques qu'on effectivement dans le cerveau, qu'on retrouve dans le cerveau, est-ce qu'on peut que mettre cette maladie sur les lésions du cerveau? C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose comme une angoisse de la mort par exemple Alors, non, tout à fait, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même soulever ce questionnement sur l'impact Je crois qu'il y a deux aspects. D'abord, il y a l'aspect effectivement que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas toujours très bien identifié. Aujourd'hui, on ne sait pas bien ce que c'est. Si vous prenez une population de 90-95 ans, il y aura une très forte proportion de lésions de maladie d'Alzheimer. Et la maladie d'Alzheimer elle-même se diagnostique plutôt parce que c'est une forme plutôt précoce. Après, non, sur la maladie d'Alzheimer, je crois qu'on a quand même des critères qui sont relativement précis, avec des tests neuropsychologiques, avec des biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien. De là à dire qu'il n'y a pas de composante psychique, j'espère qu'avec ce que je vous ai dit, vous comprendrez bien qu'il y a toujours une composante psychique. Mais ceci dit, il y a une composante cérébrale neurodégénérative qui est très présente aussi. Je vais me permettre de jeter un peu un pavé dans la mare et puis répondre à notre étudiant en médecine qui... Alors, bien qu'étant professeur de médecine, je plaide coupable. On n'a pas formé correctement nos étudiants en médecine à une certaine forme d'écoute. Et d'une manière générale, ça pose préjudice. Mais tu nous as expliqué qu'il y a 100 milliards de neurones qui ont chacun 1000 connexions, plus 200 milliards de cellules gliales, et que c'est connecté à ça, la maladie psychosomatique. Alors moi, je veux bien qu'il y ait tous les parcours de soins du monde, et que nous ayons tous les remboursements qu'il faut, et que j'ai une baguette magique, mais je ne sais pas soigner, et je ne connais personne qui sache soigner une maladie psychosomatique. Et donc, ma question un peu pavée dans la mare, c'est est-ce qu'on n'est pas devant quelque chose où il faut qu'on reconnaisse humblement que la médecine n'a même pas fait la description de ce qui se passe, et qu'on est à 1000 km de pouvoir soigner quoi que ce soit. Alors, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais je crois qu'on est à une étape où on n'attend pas forcément de la médecine qu'elle guérisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a jamais eu une médecine aussi efficace. L'espérance de vie a doublé en l'espace de 80 ans. La mortalité en couche a quasiment disparu. Pour autant, du côté des patients, du côté des souffrants, le contrat médical, le contrat social entre le médecin et le patient, il est rompu. La confiance n'est plus là, la satisfaction n'est plus là. Donc je pense qu'il est non seulement, bien sûr que ça va être compliqué, c'est une prise en charge qui est nécessairement complexe et donc nécessairement à plusieurs étages, comme on l'a dit avant, mais je pense que le fait de savoir qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible pour le médecin, que le patient qui souffre, il souffre, eh bien je pense qu'on fera déjà beaucoup de bien aux patients. Docteur Avoper-Hubschmann. Oui, je voulais rebondir sur votre défi, je dirais. Je vous remercie de cette question. Je pense que, effectivement, la problématique psychosomatique est d'une extrême complexité. Mais ce n'est pas parce qu'elle est complexe qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. On a maintenant des approches qui nous permettent d'aider, de soulager et de faire en sorte que les symptômes diminuent, que la qualité de vie s'améliore et que, comme on le disait tout à l'heure, le poids social finalement de cette souffrance liée à des choses que la médecine a du mal à envisager et à guérir, sont des études qui nous permettent de dire qu'on a les moyens d'aider, d'accompagner, de soulager et bien sûr de faire encore mieux. Parce que je pense quand même qu'on néglige peut-être un certain nombre de mécanismes qui sont accessibles à tous, que l'on soit patient ou soignant, on est tous des patients, des soignants, et que les médecins peuvent finalement, à moindre frais, à moindre coût, mettre en place dans leur consultation.
Ce dont il s'agit, c'est finalement les liens entre ce qui se passe dans notre espace mental et ce qui se passe dans notre corps. On est bien d'accord. La question qui a animé cette salle depuis le début de la semaine, c'est « Mon corps est-il à moi ?» Alors, moi, je voudrais vous inviter à faire avec moi cette petite expérience. Vous posez la question, où est votre corps là maintenant? Est-ce qu'il est encore posé sur la chaise comme vous l'avez déposé tout à l'heure en venant ici? Tout simplement pour vous rendre compte que très fréquemment, on est ou on a l'impression d'être simplement ce qui touche à notre attention, à notre cognition. Et on oublie très fréquemment qu'on a un corps. On sait d'ailleurs que 50% de notre temps de veille est passé en étant dans un état mental qui est dissocié sur le plan géographique de l'endroit où se trouve notre corps. Donc on passe 50% de notre temps de veille à penser et à oublier qu'on a un corps qui fonctionne, qui respire, dans lequel la plupart du temps tout va bien, et on y pense quand quelque chose dysfonctionne. Donc ce simple rappel qu'on peut tous se faire et aider nos patients à faire, mais c'est finalement de se dire, ben voilà, quel rapport est-ce que je souhaite avoir avec mon corps? Finalement, cette grande question, mon corps est-il à moi? Est-ce que je peux faire en sorte que mon corps soit à moi? Est-ce que je peux me réapproprier, réinvestir ce corps? Faire attention, par exemple, au fait qu'il est là, posé sur la chaise, comme je le disais, qu'il y a des sensations qui traversent notre corps, qu'il y a des émotions qu'il traverse, que dans le même temps, comme on le disait, il n'y a pas de séparation nette entre ce qui se passe au-dessus du cou et en dessous. Et notre corps est animé aussi, en même temps que notre esprit, par des productions du cerveau qui sont des pensées. Quand je parle, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ou alors, ah tiens, c'est intéressant, ou j'ai chaud, j'ai froid. On passe un temps infini à se projeter dans l'avenir ou à revenir vers le passé, très peu de temps dans l'instant présent. Et toutes ces approches qui nous permettent de réinvestir le corps et la relation qu'on a avec le corps, elles sont à la fois une prévention excellente des symptômes psychosomatiques et du développement des maladies psychosomatiques, et finalement, elles sont relativement simples et relativement efficaces. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Nizan tout de suite, que je remercie d'ailleurs au passage pour la très très grande qualité de ces forums qu'il organise chaque année. Pour dire simplement que, et pour rebondir sur ce que disait, je crois, mon confrère neurologue sur l'importance peut-être des médecins et des médecins généralistes, notamment sur la prise en charge de ces maladies psychosomatiques qui sont en constante augmentation, alors que le nombre de médecins généralistes, lui, est en constante diminution. Et quand on sait qu'il faut du temps et beaucoup de consultations pour un même patient, pour essayer de mettre à jour ce genre de choses, eh bien effectivement, M. Nizan, je crois qu'on ne pourra jamais soigner tout ça. D'autant plus que la constatation que je fais depuis maintenant de nombreuses années, c'est qu'il y a des pressions de plus en plus importantes sur nos patients, par cette vie en société qui tourne de plus en plus vite, par des vies au travail qui sont quelquefois incessantes, avec des pressions au travail, des problèmes de rendement, etc. Le corps souffre, mais l'esprit souffre aussi. Et quand l'esprit souffre, eh bien, ces patients, on les retrouve chez nous, dans nos consultations, et il faut décrypter tout ça. Et c'est titanesque, c'est presque un tonneau des Danaïdes, ça se remplit autant que ça se vide. Et des médecins généralistes, il y en a de moins en moins. Donc voilà, qui va prendre en charge tout ça un jour? Je ne sais pas. C'était juste un état d'âme donc, je vous fais profiter. Et puis peut-être une question quand même, je ne sais pas lequel des intervenants, dans quelle place vous pourriez mettre ce que j'appelle un principe qui est cher à Boris Cyrulnik, qui est le principe de résilience, c'est-à-dire comment est-ce que je peux transformer quelque chose qui est négatif pour moi, dans ma tête et dans mon corps, en quelque chose de positif qui peut me donner de la force. Voilà. Merci.
Écoutez, je vous remercie de votre question. D'abord, vous nous faites un constat qui montre à quel point ce débat est important. Je suis d'accord avec vous. Je reviens sur ce que disait Aurélien Benwalid. Ces troubles psychosomatiques, ou comme on les appelle également troubles liés au stress, ils représentent de 30 à 50% même des consultations en médecine générale. Donc c'est vraiment une proportion énorme qui ne va pas en s'amenuisant. Face à ça, c'est vrai que les médecins, et notamment les médecins généralistes, sont assez dépourvus. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste et je pense vraiment qu'il est possible, comme je le disais en fait juste avant votre question, il est possible d'aider une personne à augmenter sa résilience. C'est-à-dire, il est possible de l'aider assez rapidement, finalement, en ayant bien sûr les outils et la formation nécessaires. Il est possible de l'aider à se décentrer de sa souffrance. Souvent, ces situations de souffrance ou de stress chronique, eh bien, elles envahissent notre espace mental dans sa totalité. Est-ce qu'on est uniquement cette douleur, cette acouphène, cette souffrance au travail, ou est-ce qu'on est aussi autre chose? Donc ce travail sur les émotions négatives, mais aussi sur les émotions positives, on sait bien qu'il y a des émotions sont différentes, elles évoluent en parallèle, et l'impact des émotions sur notre santé, il y a à la fois un impact négatif, des émotions négatives, mais on le sait de plus en plus, un impact bénéfique des émotions positives. Donc, essayons de travailler tous ensemble, qu'on soit soignant ou pas, à faire avancer la recherche dans ce domaine. Et puis, je rejoins ce qui a été dit auparavant, essayons de former les médecins, les soignants, mais aussi la population générale, les patients que nous sommes tous, finalement, à mieux comprendre ces relations qui sont maintenant indéniables entre, comme on le disait tout à l'heure, ce qui se passe, non pas dans notre tête, mais dans notre esprit, et ce qui se passe dans notre corps. Je pense que quand on comprendra mieux la place importante prise par nos pensées, nos émotions, les phénomènes de stress, le rôle que ça a joué dans notre santé et dans le développement des maladies, eh bien à ce moment-là, on sera plus à même de répondre à ces demandes des patients. Professeur Clairvoy, je voudrais profiter de votre présence à cette table ronde et de votre expérience sur les zones de guerre pour vous poser une question que je me pose depuis très longtemps. C'est celle, j'ai remarqué que les personnes conviennent facilement de l'impact du traumatisme psychique sur la santé. Lorsqu'il y a un choc psychologique grave, tout le monde s'accorde à dire que ça peut générer chez les personnes des réactions dans le corps et même parfois des réactions gravissimes, jusqu'à des cancers, etc. En revanche, il est beaucoup plus difficile de faire admettre aux personnes que leurs conflits psychiques peuvent être à l'origine de leurs symptômes. Est-ce que vous avez remarqué ce phénomène et est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? On va rebondir sur une proposition de la session précédente où vous avez proposé de parler du déni. Mais pour revenir un peu, on parlait des dénis de grossesse et je m'adresse à vous. Un jour, je parlais avec une amie qui est sage-femme, qui pratiquent l'autonomie, et je parlais de ces personnes et des histoires de déni de grossesse qui sont spectaculaires. Vous avez des personnes qui sont filiformes, il n'y a rien qui se voit, et qui apprennent qu'elles sont à 8 mois ou parfois 8 mois dépassés. Et du moment où elles intègrent qu'elles sont enceintes, mais en quelques heures, la physionomie prend forme. Et elle m'avait dit cette phrase, et très intéressante du côté des phénomènes psychosomatiques, elle me dit, mais l'enfant, il a la trouille, il se planque. Eh bien, ça m'a plu d'entendre ça, parce que ça donnait aussi une façon de comprendre que ce qui se passe dans le corps, c'est bien plus que seulement ce dont nous avons, nous, comme phénomène dans notre espace psychique. Et accepter ce qui se passe dans son corps, moi je parlais dans le livre là, sur la guérison, là, les pouvoirs d'esprit sur le corps, une de mes approches, c'est la capacité de se représenter mentalement le corps. Le nombre de personnes qui ne savent pas toucher leur corps. Et je leur dis, par exemple, moi je m'occupe beaucoup de gens qui ont été traumatisés, et est-ce que vous pouvez toucher, par exemple, c'est la main qui a été traumatisée, est-ce que vous pouvez toucher votre main? Les gens ne la touchent pas.
Les gens parfois ne veulent pas regarder la blessure ou la lésion. Ou certaines personnes, par exemple, dans des histoires beaucoup plus civiles, des gens qui ont, par exemple, une grosse chirurgie abdominale, par exemple, ne veulent plus voir leur ventre. Et le travail d'accompagnement de psychothérapie, c'est d'aider ces gens à reprendre possession de leur corps, à reconstruire l'image mentale de leur corps. Préalablement à ça, il faut aussi qu'ils aient la capacité de nommer leur maladie. J'ai mal, c'est vague. Mais la richesse avec laquelle les gens peuvent vous décrire, ça coule, ça pique, ça coince, ça serre, ça gratte. Enfin, faut voir comment le vocabulaire peut être riche. Et moi, l'un de mon travail, c'est d'aider les gens à donner une forme, une représentation mentale de ce qu'ils ressentent, puis de l'accorder à la représentation mentale qu'ils peuvent avoir de l'état de leur corps. Et il se trouve que j'ai lu, alors si quelqu'un peut m'aider, il me l'écrira. J'avais entendu un jour, c'est dans un ouvrage de Grèce antique, hein, mais est-ce que c'est Hippocrate? Je ne vais pas relire toutes les œuvres d'Hippocrate ou Platon, qui disent, alors c'était de la médecine grecque ancienne, la pratique de soins est une pratique de réconciliation. Quand j'ai entendu cette phrase, il y a quelque chose qui m'a éclairé pour mon travail quotidien. Réconcilier les gens avec leurs symptômes, réconcilier les gens avec leur corps. Il y a par exemple, puisqu'on n'en a pas parlé ici, mais l'endométriose, qui est quand même quelque chose qui est très pénalisant, très douloureux. Des gynécologues me disent « Non, mais l'endométriose, ça n'a rien à voir avec l'esprit ». Et il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient été capables, d'autres gynécologues, de constater que l'endométriose ou la souffrance à l'endométriose pouvait être aussi en lien avec un état psychique ou des événements de la vie personnelle. En tout cas, mettre un nom dessus. Pour les patientes, mettre un nom sur ce qui les amène, c'est extrêmement important. Au fond, elles nous apportent leur corps avec un grand point d'interrogation, et pouvoir nommer, ça leur redonne aussi leur valeur personnelle. Je crois que c'est absolument capital. Bonjour, d'abord je vous remercie pour tout ce que vous avez pu dire jusqu'à présent, ça fait vraiment réfléchir. Mais je voulais vous interroger sur une articulation, ce que vous pourriez dire, entre les maladies psychosomatiques et l'effet placebo, qui en fin de compte ont l'air un petit peu d'être les deux faces d'une même pièce. Les maladies psychosomatiques, c'est la manière dont le psychisme peut se rendre malade, et l'effet placebo serait ce qui permet à quelqu'un d'atténuer ses douleurs ou ses souffrances ou son mal avec son psychisme également. Et donc, d'une part ça, et d'autre part les différences. Il y a une différence il se trouve que j'ai un petit peu creusé à un moment donné en cherchant des travaux qui avaient été faits sur les différentes manières dont on pouvait influer l'effet placebo, et je remarquais que ces études étaient généralement faites sur des douleurs ou des souffrances, et pour des raisons probablement de commodité, quand c'était fait de façon scientifique, pour voir combien il y a d'études intermédiaires, est-ce que la manière dont c'était donné, la couleur des pilules, des trucs comme ça, tous ces petits effets différents qui pouvaient être observés, que des gens allaient mieux, selon les conditions. Mais en général, ces études pointilleuses étaient faites beaucoup plus sur seulement la douleur. Et je voulais savoir si vous avez déjà observé de façon très nette des effets placebo pour des maladies somatiques ou, par exemple, maladies cardiaques ou des choses sous cancer, y compris en effet placebo. Parce que c'est comme la médecine, la pharmacie s'en préoccupe beaucoup, puisque eux, ils font toutes les drogues importantes, ils sont censés faire des études en effet placebo. Docteur Clairvoy. Oui, c'est un sujet passionnant. Et l'effet placebo, malheureusement, pour moi, on le néglige alors qu'il est un auxiliaire dans la guérison considérable. Je raconte une petite expérience. Il y a une maladie psychiatrique qui est une urgence, qui sont des états impossibles à gérer. C'est ce qu'on appelle l'état maniaque, pour ceux qui font un peu de psychiatrie. L'état maniaque, je peux vous dire qu'il m'est arrivé de mettre des doses considérables de médicaments, de voir mon patient faire bâiller
après 3 jours d'insomnie, espérer qu'il dorme, et c'était reparti dans le service, les cris, etc. Et moi de passer ma nuit debout à lui courir après. Eh bien, un jour, il y a une équipe de psychiatrie de l'hôpital Lavran de Marseille qui a fait la communication suivante. Il devait évaluer l'efficacité d'un antipsychotique sédatif puissant. Le produit qui allait nous rendre les services bien calmes. Et donc, ils ont un état maniaque spectaculaire. Je peux vous dire tout de suite, il n'y a pas d'erreur diagnostique. L'état maniaque, c'est l'état maniaque. Et ils ont à évaluer une molécule, c'était ce qu'on appelle des phases 1, et ce qu'on appelle en double aveugle. Et c'est là que l'effet placebo est génial, c'est quand on observe en double aveugle. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je donne au patient, et le patient lui-même ne sait pas ce qu'il reçoit. Et on va comparer 4 doses, il n'y a rien. Il y a une dose A, une dose B, une dose C. Et on fait donc, c'est ce qu'on appelle les évaluations comme ça des psychotropes. Et ce n'est qu'un an ou 2 après, quand toute l'étude est terminée, qu'il y a ce qu'on appelle une levée d'anonymat, et que le médecin saura qu'est-ce qu'il a eu dans sa main pour soigner le patient. Et ce coup-là, il savait eu le placebo. Ça veut dire que c'est étonnant, mais la conviction que le médecin avait que ça serait la molécule idéale, eh bien, ça avait eu un effet idéal chez le patient. Alors l'effet placebo aujourd'hui ça a transféré du médecin au malade, bien évidemment. Et l'effet placebo, alors je vous donne un nom, c'est TED, T-E-D, Kaptchuk, aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a, mais c'est depuis moins de 10 ans, des départements entiers qui étudient ce phénomène et qui le réhabilitent. Quand j'étais jeune médecin, qu'on faisait des évaluations de l'effet placebo était un parasite qui nous empêchait de voir la réalité de l'efficacité thérapeutique d'un médicament. Et je peux vous dire que pour les psychotropes, ça arrive très souvent, qu'on n'arrive pas à dégager d'effets significatifs entre l'effet placebo, qui est quand même 30% de l'effet thérapeutique au moins, et l'effet du médicament. Alors, dans les effets placebo, dans les histoires un peu drôles, par exemple, plus le placebo est cher, plus il est efficace. Une étude de Teb Kaptchuk. Et donc, on perfuse à des gens qui ont des symptômes de, je ne sais plus si c'est un Parkinson, on leur perfuse des solutions, l'une est à $100, l'autre est à $1000 le flacon. Eh bien, vous avez une efficacité significativement supérieure du flacon à $1000 par rapport à celui qui vaut $100. Et c'est rien, c'est la même chose. Alors, je vous livre comme anecdote parce que l'effet placebo, on le retrouve dans toutes les histoires de guérison spectaculaire. Si je peux parler 2 minutes du magnétisme animal. Donc, on est au XVIIIe siècle et il y a quelqu'un qui dit qu'en mettant les mains, il guérit. Mesmer. Mais Mesmer a des effets spectaculaires. Bon, à Vienne, il y a eu des petits scandales parce qu'il a un peu couché avec les patientes, donc il vient à Paris. Mais à Paris, le tout Paris se précipite dans son hôtel parce que Mesmer avait découvert, grâce à un personnage connu qui s'appelle l'abbé Faria, le pouvoir du magnétisme minéral. Ça veut dire un aimant, si je la pose sur un endroit douloureux, ça marche. Il y a encore des thérapeutiques aujourd'hui qui utilisent ces techniques. Et puis Mesmer, un jour, il oublie ses aimants. Bon, il fait le soin quand même sans les aimants, ça marche. Mais il prouve que, par exemple, quand il met les mains sur un patient pour lequel on a fait une saignée, l'imposition des mains accélère l'écoulement du sang, tandis qu'il éloigne ses mains, l'écoulement du sang diminue. Tous ces phénomènes-là, bon, aujourd'hui on peut trouver que c'est ridicule, mais l'effet placebo, ça marche et c'est spectaculaire. Et retenez que la première fois qu'on voit dans l'histoire de la médecine l'invention du double aveugle, c'est à l'époque, parce que Mesmer était en lutte contre l'université de médecine à Paris, et donc il fait un rapport au roi pour qu'on le laissât produire ses soins, qui étaient spectaculaires. Relisez les mémoires du marquis de Puységur, qui raconte comment il créait des bassines où il magnétisait des arbres, et les pauvres, qui n'avaient pas les moyens, pouvaient gratuitement prendre une chaîne en métal qui descendait de l'arbre, se l'appliquer sur la zone du corps qui était malade, et en éprouver une amélioration. Donc, pour moi, ce qui améliore, c'est bon. Donc, si l'effet placebo, ça améliore un patient, j'ai gagné. Même si c'est du placebo. Mais qu'est-ce que c'est que l'effet Balint, ou l'effet médecin?
Balint, c'est quand vous soignez quelqu'un, vous vous prescrivez et votre simple présence l'aide. Voilà. Juste une petite précision, justement, pour montrer à quel point cet effet placebo est encore plus fascinant que tout ce que tu viens de nous raconter, Patrick, c'est qu'on sait maintenant, et je pense que ce sont également des études de TED Capture, que le patient n'a pas besoin forcément de ne pas savoir que c'est un placebo. C'est-à-dire que les attentes que l'on a en tant que personne, en tant que patient, sont tellement importantes que même si on vous dit, écoutez, prenez ce médicament, je vous préviens, c'est un placebo, et ce placebo peut vous faire du bien, eh bien, l'effet placebo se produit quand même. Ce qui nous montre bien, finalement, les ressources que l'on a en tant que personne, en tant qu'individu, pour préserver notre santé ou pour lutter contre la maladie. Ça veut dire que si on a induit dans votre pensée que quelque chose pouvait marcher, ça marche. Je crois aussi que c'est un drogue médecin, comme disait Balint. Parce que la personne qui prescrit, si on a confiance, on rajoute. La parole est à la salle. Je voulais faire quelques petites réflexions qui ont un espèce de cercle effectif. Alors bon, l'important c'est la douleur, vous l'avez tous signalé, mais la douleur, il y a deux versants de douleur. Il y a la douleur physique où on a des antalgiques et il y a la douleur morale où il n'y a pas forcément de médicaments qui marchent, ou alors des antidépresseurs et pas bien, et puis pas forcément, et puis pas toujours, et pas tout le temps, et l'effet s'arrête, et puis etc. Bon, deuxième chose, l'apprentissage de la douleur. Quand on a eu une maladie grave qui faisait mal et qu'il y a une récidive de douleur qui ressemble même très vaguement, on a tendance à intégrer dans une récidive. Et le diagnostic, c'est le diagnostic de la concierge qui a déjà entendu parler dans le quartier de quelque chose qui ressemblait, qui fait des diagnostics plus précis que ceux des profs de médecine. Donc, ce que je voulais encore dire, c'est moi j'avais un signe qui ne manquait pas pour trouver la composante psychosomatique, c'est quand par exemple un couple venait consulter et que le malade disait « mais dis-lui toi comme je souffre », alors que la souffrance elle est individuelle. Le conjoint ne peut que témoigner qu'elle est embêtée par quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors ce que je voulais dire c'est qu'il y a un continuum, il y a un continuum dans les choses et donc le problème du seuil de déclenchement, vous l'avez dit, est différent suivant les gens, suivant la génétique, l'apprentissage, la tolérance, l'habitude, et que par exemple avoir mal au ventre, ça peut être quelque chose de physiologique qui dit tout simplement « je suis ballonné ». Le traitement, il n'est pas médical, il est culturel. Est-ce que j'ai le droit de péter en société ou pas ? C'est pareil avec la constipation. La constipation, on l'apprend à l'école, surtout quand on est une petite fille et que les ports des WC sont pas très étanches et que la petite fille ne veut pas se faire embêter par les petits garçons quand elle va et donc elle se retient. Il y a une expérience qui a très bien montré en Allemagne que si on payait les gens pour chaque jour où ils n'allaient pas à la selle d'une bonne somme, ils arrivaient à tenir 10 jours et 15 jours et plus. Ce que je voulais dire encore, c'est qu'il y a un problème de progrès des connaissances dans tous les sens. Molière nous montrait qu'il fallait mirer les urines et on voyait tout dans les urines. Il y a actuellement encore des gens qui regardent dans les yeux et qui, avec des diagnostics d'ophtalmo superficiels, font des diagnostics que personne n'arrive à faire autrement. Mais il avait aussi déjà remarqué le malade imaginaire. Et alors, dernière chose, dans ces signes de choses qu'on ne comprend pas encore, vous avez abordé le microbiote. Or, le microbiote, c'est beaucoup plus de cellules que notre propre corps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un porte-avions qui hébergeons des bactéries, mais nous sommes un hôte d'un zoo de bactéries si on regarde les nombres cellulaires. Or, comme ces bestioles, selon qu'on a un équipement de l'un ou de l'autre, on peut être constipé, obèse, parkinsonien. En dernière chose, le Parkinson, avant les signes, des années avant, on fait le diagnostic avec des biopsies intestinales maintenant. Voilà, il nous reste quelques minutes. Je vous propose, si vous voulez, de prendre la parole très rapidement chacun pour conclure cette table ronde. J'espère que cette table ronde a, disons,
à donner l'impression juste que pour nous, ce que pensent, ce que font, ce que montrent nos patientes, c'est toujours important et que toute douleur alléguée est une douleur réelle. Que nous ne sachions pas toujours, et là souvent, dépister la cause exacte, c'est certain, mais ça va avancer de plus en plus. Mais ce qui est important, c'est d'apporter à la patiente qui vient nous voir toute notre attention, que ce soit avec un placebo ou avec autre chose, et qu'elle sente qu'elle a été entendue, reconnue, et qu'on va faire le maximum pour elle. La consultation a dit, je ne me souviens plus qui, c'est la rencontre entre une confiance, celle du patient, et une conscience, celle du médecin. Et je pense que c'est un peu le but que nous essayons d'atteindre. Professeur Clairvoy. Oui, peut-être militer pour les apprentissages précoces. Plus fort est le lien mère-enfant, plus la mère, avec ses mots, nomme le corps de l'enfant, nomme ce qu'elle fait sur le corps, met un nom sur ce que l'enfant ressent, plus elle va aider l'enfant, plus tard, à avoir des mots pour nommer sa maladie ou ses problèmes et avoir des représentations mentales et lui-même pouvoir guérir avec les soins qu'on lui donne. Je rappelle cette phrase qui expliquait la modestie des médecins, dont Ambroise Paré, « Je le pensais, Dieu le guérit ». Autrefois, les rois qui guérissaient les écrouelles, c'était « je le touchais, Dieu le guérit ». Le médecin ne fait qu'apporter le soin. La guérison, c'est l'effet que ce soin produit chez le patient. Et pour que le patient ait toutes ses aptitudes à la guérison, l'importance des mots, l'importance des images mentales. Je pense qu'on a probablement aidé quand même à faire progresser la réflexion sur cette question complexe et je voulais remercier à la fois les organisateurs et la salle. On a besoin d'arriver finalement à un changement de paradigme et de ne pas continuer à penser que la médecine psychosomatique, c'est une médecine qui se fait à côté de la médecine classique ou conventionnelle. Et plus on sera capable, tous ensemble, les soignants, les patients, de poursuivre cette réflexion et de se donner les moyens de mettre en place à la fois des programmes de formation et aussi un travail de réflexion personnelle, travail sur soi, comme je le disais, avec des outils qui sont finalement des outils de connaissance de soi, qui ont traversé les époques depuis l'Antiquité, on le disait tout à l'heure, et qu'on a probablement oublié dans le développement de la médecine en allant vers cette médecine sophistiquée, fragmentée, qui nous aide à vivre plus vieux, mais qui ne nous aide pas forcément à vivre mieux. Donc, allons tous dans cette direction. Je remercie les intervenants pour l'excellente qualité de cette table ronde. Je vous remercie également d'avoir soutenu avec toute votre attention ces 2 heures. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à traverser la place Kléber pour aller à la librairie Kléber, où Aurélien Benwalid interviewe Mathieu Vidard sur son dernier livre qui s'intitule « Dernière nouvelle de la science ». Et à 7 heures, nous nous retrouverons dans cette salle de l'Aubette pour une conférence sur une table ronde, sur le consentement sexuel.